Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, bande dessinée, animation, cinéma et séries de genre, n'est-ce pas? Aujourd'hui on va parler encore une fois jeux vidéo, on a beaucoup parlé jeux vidéo la semaine dernière avec Thomas et Lola et cette semaine, visiblement Miss Mew était sur le chat et elle s'est invitée sur le plateau. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Non mais on est ravis de te recevoir, écoute. De même, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, c'était très bien. Écoute, qu'est-ce qu'on serait sans des invités de qualité, hein, voilà, donc du coup tu es vidéaste, tu t'attardes énormément sur les questions de narration aux jeux vidéo, d'études thématiques du jeu vidéo. J'aime dire ça comme les petits et les gros détails qui font et défont les jeux vidéo. C'est un peu mon activité sur YouTube. C'est magnifique, c'est beau. Florent, t'es beau aussi toi. Oh merci, oui ça va. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien parce que Golden State a gagné le premier match contre Cleveland il y a 2 jours. Donc écoute, ça va. Très bien. Et donc toi du coup Alexis qui porte un t-shirt de Cleveland, ça va très bien. C'est la guerre, ce sera la guerre toutes les semaines, ça va être la guerre Alexis. Magnifique. C'est noté. Magnifique. De toute façon on va vous voir souvent hein, jusqu'à la fin de la saison. Là c'est a priori les émissions sont calées. Et donc les amis, aujourd'hui on va parler donc narration avec Miss Mew. On va parler dans quelle mesure est-ce que le jeu vidéo est un médium narratif. La semaine dernière c'était dans quelle mesure la grammaire du jeu vidéo était porteuse de discours. Cette fois-ci ce sera porteuse de narration. Voilà, on va élargir encore plus comme si on n'avait pas déjà suffisamment discuté la semaine dernière. Donc on va parler narration évidemment émergente, narration procédurale, on va parler de pas mal de choses. Et sur le chat nous avons qui nous dit bonjour, Dr Lenser. Bonjour. Voilà, c'était une bonne soirée Dr Lenser hier hein. La développeuse du dimanche, bonjour. On a Ioxis qui nous dit bonjour, Mafouba qui bien sûr bienvenue à tous. Pourquoi bienvenue, on est toujours été là. Et qui nous dit Miss Princesse Miyu. Alors c'est une blague de Japanime, je ne sais pas. Mafouba c'est comme il est là toutes les semaines, son chat c'est un peu sa maison. Donc il dit bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur le chat. Ah oui, bien sûr. Oui. Et on attend toujours ton CV, Mafouba. Hein. Bon, cette semaine au niveau des critiques, on aura Frostpunk. On l'avait teasé la semaine dernière avec Alexis, du coup. Un petit avis très rapide. C'est moins bien que ce que j'aurais aimé. On en reparlera. On en reparlera. Et puis moi de mon côté, je vous parlerai d'Ikaruga. Un petit avis alors. Un petit avis. Gros cœur. Gros cœur. Donc plus en détail tout à l'heure. Mais pour l'heure, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur le chat. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, mais également sur YouTube et sur Twitter. On vous lit au hashtag HPL. Mais tout de suite, c'est la Newsbox. Et Alexis, on commence avec du rififi chez les éditeurs. Et oui, PUBG Corp estime qu'il y a des ressemblances troublantes entre son jeu PUBG et un certain Fortnite qui est en train de le faire passer pour un challenger dans la guerre des Battle Royale. Le cas d'espèce est seulement pour le marché coréen, mais il est symptomatique et quelque part attendu. Bluehole a donc saisi un tribunal de Séoul en janvier, qui va donc se prononcer, va devoir dire si, oui ou non, Fortnite a copié PUBG pour la partie Battle Royale. On se demande surtout jusqu'où cette affaire va pouvoir aller, puisque Epic et Bluehole sont partenaires. Alors PUBG utilise le moteur graphique Unreal Engine 4 de Epic, et Tencent aussi lie les deux boîtes, puisqu'en tant que actionnaire majoritaire d'Epic, Tencent distribue aussi PUBG en Chine. Donc les boîtes sont liées entre elles, donc elles sont partenaires et adversaires. En termes d'image, c'est un peu le mauvais timing pour Bluehole puisque la courbe de joueurs de PUBG s'affaisse par rapport à celle de Fortnite qui elle ne cesse de progresser. C'est pas la première fois que Bluehole attaque une entreprise sur les similitudes avec son jeu. NetEase a déjà reçu une plainte plus tôt dans l'année pour violation du droit d'auteur. Donc on verra si du coup à l'automne ils vont pas attaquer Activision pour le Battle Royale dans Call of Duty. Mais bon, pour rappel, la recette Battle Royale n'est brevetée par personne. Si, par Bomberman. Non plus. Si. Bon, effectivement, c'est même un avant petit peu... Bomberman. Et même avant. Tu vas pas nous parler que de Battle Royale, parce qu'il me semble qu'il y a des petites... Ils sont 151, il faut tous les attraper et ils arrivent sur Switch. Et oui, pas mal de rumeurs couraient depuis quelques semaines sur les jeux Pokémon à venir sur Switch. Et cette fois c'est officiel, c'est donc Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli qui vont débarquer sur nos Switch le 16 novembre. Il ne s'agit pas forcément de l'épisode attendu puisque le vrai Pokémon RPG de la série que tout le monde attend avec la 8ème génération sûrement sortira dans le deuxième semestre 2019, c'est ça. Alors là, le jeu prendra place à Kanto, qui sera une sorte de remake, suite spirituelle à Pokémon Jaune, en mêlant des aspects empruntés à Pokémon Go. Évidemment, le système de capture sera similaire à celui de Pokémon Go, avec la possibilité de motion gaming avec un Joy-Con, ou une vraie Pokéball aussi qui sera vendue séparément, qu'on pourra lancer et qui sera une sorte de Pokéwalker comme à l'époque. Il y aura d'autres interconnexions avec Pokémon Go, notamment le transfert de bêtes entre les deux jeux. Et oui, non, ça va, Karel? Non, mais. Tout va bien. Alors, dans le jeu, il n'y aura pas de breeding, pas de combat sauvage, une stratégie méta forcément limitée. On verra l'intérêt du jeu sur la durée. C'est pas une mauvaise idée en soi, puisque ça donnera probablement un titre moins intimidant qu'un jeu classique, parce que les jeux Pokémon sont quand même devenus assez profonds et devraient permettre aux dizaines de millions de joueurs qui ont joué à Pokémon Go, mais qui ne sont pas fans de la licence, de pouvoir tester un autre produit Pokémon. Évidemment, est-ce que ça vous enthousiasme, vous les... Ouais. Complètement.
Moi j'ai hâte de pouvoir jouer à Pokémon Let's Go, honnêtement. Donc toi c'est plutôt Team Kanto. Ouais, puis surtout j'ai joué qu'à la génération 1 à la base. D'accord. Et ça remonte à quelques temps maintenant, donc j'ai plutôt hâte de revenir dans Pokémon avec ça. Pour moi c'est un bon tie-in qui me permet de revenir dans les jeux Pokémon, qui est en plus sur une console que j'ai déjà, donc c'est plutôt cool. Effectivement, mais après la question c'est est-ce que ça va peut-être motiver l'achat de la Switch pour un grand public, tu penses? Non mais c'est un coup de génie Nintendo quoi. Toujours. Parce qu'en fait Pokémon Go il a beaucoup marché chez les gamers au tout début, et maintenant les vrais gamers, les mecs qui étaient fans de Pokémon, ils ont un peu lâché le jeu, mais en fait tout le grand public, il y a encore des millions de joueurs dessus, mais c'est que plus des joueurs casual, des joueurs grand public, et les mecs souvent aussi. Et qui ont aussi la Switch ou pas, et justement ils vont voir arriver, tiens il y a un Pokémon Go encore mieux genre sur une console et tout, vas-y je vais acheter la console et je vais faire du Pokémon Go, en plus on peut s'échanger avec mon compte, avec mes potes et tout, vas-y c'est trop bien, j'achète ça, je vais demander à ça pour mes parents à Noël, tu vois, enfin en attendant évidemment génie Nintendo quoi, c'est cash money quoi. En attendant la version qui sortira à Noël 2019, voilà. Si on dit le pas de 15 novembre 2019 sûrement. Voilà, c'est un objectif, rien ne dit qu'ils vont réussir à le tenir, mais bon, a priori le succès du jeu devrait leur donner des sous pour finir à temps. Voilà. La Switch on a encore sous le pied je crois pour le 3. Quelques leaks, non, il me semblait avoir vu Fortnite Overcooked passer. Peut-être que je vais reprendre l'affaire. Écoute, justement, moi j'ai un pavé comme ça sur tous les leaks pré-E3 qui sont arrivés. Donc tu parlais de la Switch, donc Paladin, Fortnite arrive sur Switch, 2-3 autres jeux aussi vont arriver. Les gros leaks qui sont arrivés, c'est Assassin's Creed Odyssey qui a leaké. Ça se passera en Grèce antique, on n'en sait pas plus, on en saura plus la semaine prochaine après la conférence Ubi. Gros truc, je sais que toi, Karel, t'es à fond là-dessus. Killer 7 annoncé sur PC. Karel 7, Karel 7, Karel 7. Le jeu culte de Suda 51, donc qui est sorti initialement sur GameCube à l'époque. Voilà. Aussi l'adaptation de Black Clover en jeu vidéo, donc le manga qui a 19 volumes maintenant au Japon, donc c'est annoncé sorti le 14 septembre. Crackdown 3 n'est pas annulé aussi, petit truc, on en a appris que Crackdown 3 n'est pas annulé, on pensait que le jeu l'était, mais finalement non. Terry Crews sera très content de l'apprendre. Voilà, peut-être qu'il sortira avant la fin de vie de la Xbox One, vu qu'il avait été annoncé avant le lancement de la Xbox One, on ne sait pas. Grosse annonce aussi, Fallout 76 a été annoncé, donc un épisode non canon. C'est un épisode qui serait un survival horror avec du craft, comme Rust, comme The Forest, DayZ et tout ce genre de jeu. Donc hâte de voir ce que ça va donner aussi. Team Sonic Racing a été aussi officialisé et sortira avant la fin de l'année sur PS4, Xbox One et Switch. Et il est développé par Sumo Digital, donc le jeu de course dans l'univers de chez Sonic. Un jeu qui me tient à cœur aussi, Insurgency Sunstorm a été confirmé qui sortira en septembre sur PC, mais par contre en 2019 sur console. Et sur PC au début il sera exclusivement multijoueur, et le mode solo sortira après justement en simultané avec la sortie console. Un petit pavé aussi sur les rumeurs pré-E3, on a vu certains leaks, donc je dis bien à prendre entre des gros guillemets, c'est que des rumeurs pour l'instant. Vanquish 2 pourrait être présenté chez Sony lors de la conférence Sony. Du gameplay de Death Stranding par Hideo Kojima lui-même et pas juste un trailer. Du gameplay de Metroid Prime 4. Enfin. Beaucoup d'enfin quand même. Enfin la date de sortie de Smash Bros aussi. Et enfin FF7 Remake évidemment. FF7 Remake peut-être. Et enfin Shenmue 3. Chez Ubi, on pourrait avoir l'annonce officielle du nouveau Splinter Cell. On sait depuis quelques temps qu'ils bossent dessus, mais là ce serait officiellement. Voilà, il y a eu un leak chez Walmart. Et évidemment chez Xbox, le gros jeu qui est attendu par tout le monde. En fait, en même temps, il n'y en a pas 3000, c'est Forza Horizon 4, donc qui nous serait présenté lors de l'E3. Voilà. Moi, je l'attends comme un fou. Et on attend toujours Outrun 3. Non, Yu Suzuki est sur Shenmue. Miss Fiu, du coup, qu'est-ce que tu attends le plus, toi, de l'E3 ? Je veux voir si Devolver Digital nous refait un coup comme l'an dernier avec une conférence spectacle. Parce que c'est ça que je trouvais vraiment marrant l'an dernier. À force, les news, on les aura de toute façon un jour ou l'autre. Quoi. On les a déjà, si ça se trouve. C'est ça, si ça se trouve, on les a déjà. Est-ce qu'ils ont encore des trucs à annoncer ? Et franchement, après tout ça. Voilà, l'E3 était dans vos cœurs depuis le début, évidemment. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'E3 pour l'instant. Pas plus de prospective, évidemment. On vous fera suivre toutes les conférences la semaine prochaine en direct sur Twitch. Quant à moi, je vais partir dans un grand tunnel de noms japonais qui ne vous disent peut-être rien, mais qui ont beaucoup de pédigré, car cette semaine c'était la conférence de presse de Japan Expo qui annonçait donc en grande pompe tous des invités, et pour cette nouvelle édition du salon, que du beau monde. Tout d'abord parce que le thème principal c'était le Space Opera, donc on aura Buichi Terasawa, auteur de Cobra. On fêtera les 20 ans de Cowboy Bebop, et oui déjà. Ah oui déjà. Donc avec toute la Dream Team qui se déplace, le chara designer Toshihiro Kawamoto,
Nobumoto, le mecha designer Kimitoshi Yamane, le producteur Masahiko Minami, la scénariste Keiko Nobumoto et le réalisateur Shinichiro Watanabe, à qui on doit notamment Samurai Champloo aussi et pas mal d'autres réjouissances, dont Space Dandy. Nobuyoshi Habara aussi, fondateur du studio Xebec et réalisateur de Space Battleship Yamato 2202, donc la suite de Space Battleship Yamato, si vous suivez bien. Une rumeur fait également état de la présence de Leiji Matsumoto sur le stand Gainax. En effet, le studio chapeaute la prochaine adaptation de l'univers d'Albator. On aura également Atsushi Okubo, auteur de Soul Eater et de Fire Force chez Kana. On aura Yoshitoki Oima, autrice de To Your Eternity et Silent Voice chez Pika. Dans le manga français, il y a pas mal de choses. Renaud Lemaire qui représentera tout comme tous les ans Dreamland, mais son cousin Romain Lemaire présentera sa propre série Everdark. On aura également Tony Valente, auteur de la success story Radiant. On rappelle, c'est un manga français adapté en animé au Japon, édité chez Ankama. Et on aura, surprise du chef, on aura Maître Gims, voilà, qui présentera son manga Devil's Relics, co-scénarisé avec son frère Darcy et Jean-David Morvan, et dessiné par Yoshiyasu Tamura, édité chez Glénat. Au niveau jeux vidéo, on aura Daisuke Sato, concepteur de Yakuza, excusez du peu, Shohei Niikawa, président de Nipponichi Software et producteur de Disgaea, et enfin tout un espace consacré au JV 1D sera sous la houlette de notre comparse Peter Pescari, qu'on salue bien bas. Ça c'était pour la Japanimation. Je ne sais pas si vous comptez aller à Japan Expo, Miu. Ouais. Bah maintenant ça me donne un peu plus envie, oui, tout de suite. Il y a pas mal de choses effectivement, il y a beaucoup de programmes. Nouvelle un petit peu moins jouasse cette fois-ci, en revanche, dans mon milieu du cinéma cette semaine, c'est le film Silver Sable et Black Cat qui ne se fera pas. Il était prévu pour 2019. Oui, quel dommage. Donc pour rappel, c'était le fruit d'un accord entre Marvel Studios et Sony Pictures. Le retour du teaser dans Spider-Man Homecoming avait été un énorme succès, mais il fallait bien sûr que Avi Arad mette son petit grain de sel en disant ah ouais, mais je veux quand même faire Venom avec Tom Hardy. Donc lui il sort bien cet hiver, mais on était sans nouvelles du projet Black Cat et Silver Sable. Il avait une réalisatrice, on n'avait pas d'actrice, on n'avait pas de scénario pour le moment. Enfin voilà, c'était un petit peu en faire de développement, donc peut-être reculer pour mieux sauter, ou sinon annulation pure et simple pour peut-être intégrer les personnages dans le MCU de manière plus traditionnelle. Peut-être que voilà, on verra, mais pas mal. C'est un mal pour un bien. Ouais, je pense que voilà, dans le MCU. Donc pour l'instant, ils annonçaient le Vautour et Mysterio dans le prochain Spider-Man. Il reste un troisième slot de méchant pour voir. Peut-être que Scorpion. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais ils avaient dit dans le premier déjà. Effectivement, bien vu. Mais ils voulaient une méchante, il me semblait. Enfin bon, bref, on verra. Des attentes pour les prochains films Spider-Man, peut-être, Miu, avant qu'on referme ce grand point news? Non, moi, il y aura Tom Hardy, ça va être bien. Oui, bon bah écoutez, on peut qu'il y a Tom Hardy, de toute façon, c'est toujours pareil. Ça fait au moins un argument pour aller voir le film. Voilà, oui. Bon, il a l'air sympathique. Faut pas être méchant avec Venom. On fera une émission à ce sujet. Je serai dans le chat. Il y aura des hors-sujets cet été. On en reparlera, on reviendra là-dessus. Ouais. Bon bah c'est tout pour ce point news, les amis. On a été assez rapide. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais je suis très content. Du coup, sur le chat, on salue évidemment Geekier qui nous dit bonjour pour la première fois. Elle est tellement cool votre émission. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de viewers Twitch. Continuez. Tu peux t'abonner et retweeter évidemment, voilà, ça fait toujours plaisir. Les amis, on va se retrouver après la pause musicale pour parler de Frostpunk et Ikaruga, n'est-ce pas? Et on va s'écouter donc un générique de Lupin the Third, super héros, parce que Seb derrière la vitre, finalement, écouter Daft Punk la veille, ça l'inspire. À tout de suite. De retour en plateau pour le 61e numéro d'Hyperlink. On est toujours avec Miu. Toujours, comment ça va? Très bien. Tu as apprécié la pause? C'était adorable. Au moins autant que le chat. Au moins autant que le chat. Ça s'est déchaîné sur le chat pendant la pause. Salut Phenom évidemment qui nous fait coucou comme toutes les semaines. Évidemment, Florent, tu as kiffé? Ouais, moi je kiffe le funk et tout. C'est cool. Et Alexis, forcément le kiff était présent. Ah, évidemment. Il faut bien ça pour se réchauffer avant de s'attaquer à Frostpunk, n'est-ce pas? Oh là là. Donc écoute, bonhomme, c'est parti pour les critiques. Comment il fait le daron aujourd'hui? Et je vous remercie d'avoir parlé sur le jingle. Évidemment, c'est génial. Et écoute, Frostpunk, du coup, c'est parti. De quoi ça parle? Au 35e jour, au milieu d'une tempête de neige qui fait descendre la température à moins 110, les mines aux abords de New London manquent de s'effondrer du fait du froid. 30 volontaires proposent de descendre dans celle-ci afin de remplacer le système hydraulique qui permet de maintenir les tunnels ouverts. Sans le charbon permettant de maintenir le générateur de la ville fonctionnel, tous les citoyens mourront en quelques heures. La mission des volontaires est donc vitale. En tant que dirigeant de la ville, je décide d'autoriser leur expédition. Ils mourront tous. Une autre mine sera exploitée. En attendant, le générateur de la ville n'offrira pas assez de puissance pour chauffer l'orphelinat. Des dizaines d'enfants périssent, d'autres connaissent de graves maladies. Bienvenue dans Frostpunk.
Développé par 11-Bit Studio, bien connu pour son jeu précédent tout aussi réjouissant, This War of Mine, jeu de survie en temps de guerre sorti en 2014. Alors, This War of Mine, c'était déjà un peu la déprime, et les images de Frostpunk laissent penser que on est un petit peu sur le même terrain. Alors, le jeu nous a concocté, tu m'as demandé ce que c'était, c'est un jeu de gestion, enfin c'est ce qu'on veut nous faire croire, prenant place à la fin du 19e siècle. La Terre est ravagée par un hiver volcanique inspiré entre autres par la très réelle éruption du Krakatoa en 1883. En réponse à cela, plusieurs installations appelées générateurs ont été construites dans le nord riche en charbon, conçues pour être des centres-villes dans le cas où la baisse des températures entraînerait une migration massive du sud. Dans tous les scénarios, le joueur est le capitaine d'une ville autour d'un groupe électrogène et devra gérer les ressources pour assurer la survie de sa ville. Vous débutez donc votre partie avec un générateur et des rescapés qu'il va falloir vite mettre au boulot pour trouver de quoi faire tourner la ville. Vous allez construire en cercle autour de la seule source de chaleur du coin, car si les moins 40 degrés affichés en début de partie peuvent affoler, la température descend bien au-delà des moins 100 comme je disais au début, avec bien évidemment moult impact sur le comportement de vos ouailles. Les parties au début sont toutes similaires. Quelques débris jonchent votre zone d'habitation, il faudra aller les exploiter pour mettre en marche le générateur, puis construire d'autres bâtiments qui permettront de mettre votre peuple à l'abri et d'automatiser vos récoltes. La prise en main du jeu est assez sèche et quand le jeu nous dit dès le départ qu'il faut anticiper toutes les situations plutôt qu'avoir à les subir quand elles arrivent, croyez-le, qu'il s'agit d'événements aléatoires dramatiques, comprenant des choix cornéliens pour la colonie ou le manque de ressources la nuit, car oui, personne ne travaille la nuit dans ce jeu, donc les ressources peuvent venir à manquer, donc le générateur peut s'éteindre et donc tout le monde peut mourir comme ça dans la nuit. On apprend à être prudent. La construction des bâtiments est assez intelligente. Si de prime abord il ne s'agit que de construire autour du générateur, on se rend bien vite compte que certains bâtiments ont besoin de davantage de chaleur que d'autres pour rester fonctionnels et ça mène à des réels questionnements sur la bonne construction de la ville. On note cependant que les premières heures de jeu sont un peu sèches parce que les menus sont pas toujours très très accueillants. Sans trop en dire, car c'est là tout le sel du jeu, vous allez devoir faire des choix terribles. Faire face à des situations aussi du coup qui seront mémorables. Le jeu est exigeant, chaque erreur est payée cash, mais les situations sont suffisamment cohérentes pour qu'on ne se sente pas trop lésé ou frustré. Le rendu graphique est superbe, la DA est très réussie, et l'ambiance, comme dans This War of Mine, elle est époustouflante. Mais question contenu, du coup, c'est solide. Bon. Je vais commencer à dire ce qui m'a un peu déplu dans le jeu. D'accord. Le jeu comprend actuellement 3 scénarios. Chacun avec des arrière-plans et des mécaniques différentes. On a un scénario classique et 2 autres qu'on débloque après être allé un peu loin dans le premier scénario. Ils ont fait d'autres annonces mais j'y reviendrai plus tard. En fait, on veut nous faire croire qu'il s'agit d'un city builder alors qu'en fait c'est un jeu de gestion scripté. Il n'y a aucune rejouabilité puisque les mêmes événements arrivent à chaque fois et tout ce qui est à débloquer se fait en une partie. Et les 3 scénarios existants ont d'une durée à peu près 15-20 heures parce que le jeu à chaque fois il s'arrête au jour 40, c'est par jour en fait et au bout du 40e jour ça s'arrête, on peut pas continuer en fait. C'est comme Pikmin en fait. Oui, si tu veux. Je sais pas. Hein. Un autre problème est que lors des premières heures de jeu, en fait le jeu s'estime organique. Et on le croit, il veut nous faire croire que c'est un jeu organique. Vos ouvriers ont un rythme de vie, ils tombent malades, ils meurent. Et tout cela demande de notre part de s'adapter. Et ça donne surtout une impression de société vivante. Mais comme je disais avant, en fait, le jeu est scripté. Donc c'est pas tant que ça marche pas très bien. Mais passe encore. En fait, après quelques heures, on se rend compte que la peinture est pas bien épaisse, qu'il y a des grosses ficelles de gamification qui sont là et on peut pas les occulter. En fait, vous avez une barre de mécontentement et une barre d'espoir. Il faut maintenir donc le mécontentement bas et l'espoir haut, c'est assez logique. Et toutes les mécaniques tournent autour de l'équilibre entre ces indicateurs. Donc au bout d'un moment, toutes les décisions que vous allez prendre seront purement mathématiques. Cependant, certains choix demeurent cornéliens et des décisions radicales en fin de partie seront très dures à prendre. On pourra parler de la narration plus tard. On reste quand même ici très loin d'un This War of Mine où l'attachement au personnage était réel, on aimait vraiment nos persos dans This War of Mine. Ici, quand bien même nos personnages ont une identité, ils ont un nom, tous, et un background, on s'y attache pas particulièrement, d'autant plus que, comme je disais la semaine dernière, chaque personne est vue que d'une manière utilitaire, soit par le travail effectué et les ressources qu'ils apportent, soit par les quelques points d'espoir qu'ils vont faire gagner ou les points de mécontentement qu'ils vont faire perdre. C'est finalement très classique en fait dans ces jeux, de ce style de jeu. En fait, les décisions les plus déterminantes sont plus dans la manière dont vous exploitez vos ressources que dans la gestion de la population. Le jeu étant très exigeant, vous allez en fait prendre des décisions en anticipant les événements du scénario dans lequel vous jouez plutôt que par rapport au déroulé actuel de votre partie. Donc Frostpunk, c'est un excellent jeu de gestion sur ses premières heures. Passé l'émerveillement de la découverte, on est un peu déçu de son aspect artificiel et de son manque de contenu qui en font un jeu de survie
pas incroyable. Les développeurs ont annoncé cette semaine l'arrivée de nouveaux modes de jeu, dont le fameux mode bac à sable. Et ça, c'est bien parce qu'un jeu de gestion City Builder où il n'y a pas de mode infini, pour moi, c'était un peu une hérésie. Parce que là, actuellement, c'est un peu léger, il va y avoir des nouveaux scénarios, etc. Donc, si vous êtes fan du genre, vous pouvez l'acheter maintenant. Sinon, moi, j'aurais plus tendance à attendre que le jeu soit plus complet d'ici la fin de l'année pour avoir vraiment un super truc. Parce que pour l'instant, je suis pas complètement convaincu par le titre. Est-ce que les add-ons vont être payants ou est-ce qu'ils non, vont c'est être gratuit. Gratuit, d'accord, ouais, ok. C'est une très bonne chose. Okay. Sachant que This War of Mine, ils l'ont soutenu pendant encore 3 ou 4 ans. Je leur fais confiance. C'est juste qu'actuellement. Mew, est-ce que tu es porté sur les jeux de gestion? Est-ce que Frostpunk t'intrigue? Je suis très portée sur les jeux de gestion, j'aime beaucoup, ça me détend. Mais du coup, Frostpunk va pas trop me détendre avec ses choix moraux. mais voilà, du coup, pareil, je suis surprise qu'il n'y ait pas de mode infini dès le début et de voir ce qu'ils auraient pu en faire, justement, en termes de comment gérer tous ces événements qui, à la base, étaient scriptés pour avoir vraiment un truc cohérent. Comment est-ce qu'ils peuvent reprendre ça pour en faire un mode infini? Moi, ça m'intéresserait de savoir, clairement. Donc je me demande comment ils vont faire et si ça va vraiment valoir quelque chose d'intéressant. Donc je vais suivre ça, moi, avec attention aussi. Est-ce que ce ne serait pas un enjeu d'écriture? Vaguement. C'est peut-être pour ça que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment faire ça. Parce qu'avoir une fin déterminée, ça oriente aussi un petit peu l'expérience et voilà, ça apporte peut-être un propos, peut-être. Voilà. C'est ça. C'est ça. Pour Frostpunk, c'est clairement un choix pour mettre en valeur leurs propos, leurs choix, les choix moraux que le joueur fait, pour mettre le joueur face à ses choix aussi, ce qui est hyper intéressant. Mais par contre, c'est vrai que pour un jeu de gestion, c'est pas commun, donc ils touchent une cible qui n'a pas l'habitude de ça. Donc c'est un choix qui pourrait être risqué pour eux. Visiblement, ça a l'air de marcher, mais ça aurait pu être un gros risque. Effectivement. Tu avais quelque chose à ajouter, Alexis? Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Et ça reste un très bon jeu. Hein. Les mécaniques et tout sont top, mais j'ai pas eu le jeu qu'on m'a vendu, en fait. Enfin, la communication autour de. Je m'attendais pas à ça et j'étais un peu déçu. Mais ça reste un jeu qui est très bien fait. On a Geekir sur le chat qui nous dit savoir perdre pour gagner, 2-3 générations de perdus pour en faire une au top. Bravo. C'est bien. Pas très très gentil quand même. Non mais remarquez, c'est un petit peu comme ça que se sont faites les 30 Glorieuses. Hein, oui, donc, mais en vrai, ce qui a déplu à Alexis dans le jeu, c'est là où ce qu'on disait, c'est là où les développeurs veulent arriver à avoir ce propos qui est en fait une critique du capitalisme en vrai derrière Frostpunk, qui n'est pas possible si dès le départ de ton jeu t'as pas un scénario avec des scripts, avec des trucs, si c'est que aléatoire. Après, je pense que aussi pourquoi il n'y avait pas le mode infini, c'est parce que je pense qu'ils ont peut-être pas eu le temps de tout le finaliser et puis qu'il y avait des éditeurs derrière qui disaient ton jeu faut peut-être le sortir. Ça demande un travail. Donc ça demande dans l'équilibrage. Plutôt que de leur pousser 6 mois, ils ont dit on va le sortir et puis on ajoutera des DLC au fur et à mesure, ce qui est pas une mauvaise politique non plus. Donc moi j'ai très hâte de le tester, moi. À voir dans quelques mois, du coup, une fois que le jeu aura reçu davantage de contenu, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur Frostpunk et donc on va peut-être rester dans la grisaille parce que là on part du côté d'Ikaruga et Florent, tu vas me donner la réplique. Oui. Alors très rapidement, je vais faire une petite présentation d'Ikaruga, en quoi ça consiste. C'est un jeu sorti sur Dreamcast en 2000 et sur GameCube en 2001. C'est la suite spirituelle de Radiant Silvergun. C'est peut-être l'un des derniers grands titres du shoot'em up avant que la génération 128 bits ne le relègue au statut de niche, oserais-je dire niche de la niche, n'est-ce pas Alexis? Je savais que ça allait sortir aujourd'hui. Avec le versus fighting. Oui, alors Ikaruga est un classique, mais il appartient aujourd'hui à un genre de niche, comme tu disais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il en est? Alors commençons par définir un peu en quoi consiste le jeu en lui-même. Donc en fait il s'agit d'un shoot'em up en défilement vertical. On y incarne donc un vaisseau avec deux faces, une face blanche, une face noire. Et donc on va devoir slalomer entre des tirs qui sont eux-mêmes blancs et noirs. Alors les tirs blancs ont un halo bleu et les tirs noirs ont un halo rouge pour gagner en lisibilité. En gros, si on est du côté blanc, on absorbe les tirs blancs et on se fait détruire par les tirs noirs et inversement. Et il en va de même pour les tirs qu'on essaie à nos adversaires. C'est-à-dire si on tire sur des adversaires noirs avec un tir blanc, on les détruit 2 fois plus vite. Donc voilà. Et sachant que si on absorbe des tirs, ça augmente la jauge de bombe qui permet après, plus la jauge est remplie, de tirer des lasers à tête chercheuse sur tous les ennemis. C'est un principe très simple en soi, hein, c'est juste 2 couleurs. On gère les ressources en alternant entre les 2 couleurs et ensuite on slalom. C'est pas plus compliqué que ça et vous pouvez vous amuser. Plus sérieusement, en fait, à partir de cette boucle, on a un level design qui varie les plaisirs avec beaucoup de puzzles, beaucoup d'éléments de décor destructibles. Ou non d'ailleurs, c'est là que tout l'intérêt, c'est quel élément on va détruire pour se protéger des tirs ou pas, justement. Donc il y a tout un côté un peu puzzle game assez intéressant, c'est Treasure, donc forcément ils sont bons là-dessus. Donc tout répond à une espèce de grande chorégraphie en fait, synchronisée avec la musique, des ennemis cachés qui apparaissent si on détruit tel ou tel élément. Donc le scoring demande vraiment de connaître exactement les patterns. Donc c'est un jeu qui est très dirigiste là-dessus, c'est un shoot'em up, hein, on va pas la refaire à l'envers. Il y a également un système de chaîne qui encourage le joueur à détruire les ennemis par tranche de 3 en
fait on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 3 blancs, 3 noirs, 3 noirs, 3 blancs, etc. Et en fait ça encourage le joueur à choisir les ennemis qu'il va détruire. Donc du coup on doit canaliser son envie de détruire les ennemis pour pouvoir avancer. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture du jeu, c'est assez intéressant. On peut le finir en ligne droite en détruisant tout, mais si on veut scorer, il faut impérativement connaître par cœur le jeu et savoir un peu danser avec lui. Est-ce que ce portage sur Switch vaut le détour Alors le portage il est parfait, autant dire tout de suite, excuse-moi effectivement, le portage il est parfait tout de suite, il est parfait. Nicalis a pensé à tout en fait, donc tu peux jouer dans toutes les configurations de la Switch, tu peux jouer en docké, donc avec une manette pro, tu peux jouer en docké avec les 2 Joy-Con, tu peux jouer en nomade avec les Joy-Con attachés, avec les Joy-Con détachés, tu peux mettre en nomade, tu peux mettre ton écran à la verticale, tu peux mettre ta télé à la verticale si tu veux, tout est pensé pour que tu puisses jouer dans tous les modes de jeu possibles et imaginables. C'est assez génial pour le coup. Ils ont compris à quelle console ils avaient affaire. Et en fait, le dernier détail du jeu à la verticale est important parce que c'est un shooting en scrolling vertical. Donc, plus on a d'espace sur l'écran pour pouvoir en profiter, c'est quand même assez agréable. On peut régler la taille de l'interface en fonction de l'écran aussi. Donc, c'est plutôt pratique. Surtout que c'est du pixel. Donc, forcément, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Donc, c'est plutôt sympathique de leur part. En revanche, la musique n'a pas été réorchestrée malheureusement. Ce qui est un peu dommage, du coup on reste dans quelque chose d'assez austère et assez rustique, mais dans l'ensemble c'est quand même très 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 bien foutu au niveau du portage. Mais dis-moi, parce que par exemple moi je suis pas un très grand joueur de shmup, c'est pas un genre qui m'attire, est-ce que tu penses que ça pourrait m'intéresser? Alors moi je suis très content en fait de pouvoir parler d'Ikaruga dans une émission consacrée à la narration, parce que en fait ce titre illustre à peu près tout ce à quoi un jeu difficile devrait aspirer en fait. C'est-à-dire que le titre est inaccessible parce qu'il est dur, mais en même temps sa narration, ces éléments visuels vont guider le joueur vers son propre dépassement et tout ça parce qu'en fait le jeu repose sur l'esthétique du yin-yang et du Tao. Alors le Tao, pour faire très simple, en gros c'est un enchaînement de mouvements, c'est la maîtrise d'un art qui va guider ton corps et ton esprit vers une espèce d'harmonie, de degré de conscience supérieur, et c'est de cela qu'il est question dans le jeu. En fait c'est une allégorie de la volonté qui va affronter une espèce d'entité divine comme ça, et donc là on est dans une cohérence totale entre ce que le jeu va te raconter, à savoir la rébellion d'un être contre un dieu et accéder à un stade de conscience supérieure pour l'affronter, et ce que va vivre le joueur, à savoir entrer dans la zone pour être lui-même dans cette espèce de transe, tu vois, où tu n'as plus conscience de tes gestes, mais en même temps tu as tout intériorisé, tu vois les choses, et c'est vraiment assez incroyable là-dessus, et rien que pour ça je dirais c'est une réussite totale sur le plan de ce que le shoot'em up peut apporter en termes de jeux vidéo. Et puis tout simplement voilà, si on joue à deux, carrément là le jeu, j'ai oublié de parler, effectivement il y a un mode coop, mais si on joue à deux ça devient carrément une expérience de communion spirituelle, un peu à la façon d'Evangelion, l'épisode où les deux héros dansent ensemble et combattent des mechas. Voilà, c'est le jeu de l'amour pour moi, je suis désolé, c'est japonais, c'est rustique, c'est rigolo, il y a du score, il y a beaucoup de chiffres et de pixels, ça fait plaisir, mais c'est pas pour tout le monde effectivement. Mais si vous avez un seul shoot'em up à faire, je dirais dans votre vie, c'est celui-là. Parce que il est à 20€, donc il est ultra accessible, c'est pas cher du tout. C'est la version ultime d'un jeu classique, très important dans l'histoire du jeu vidéo. Et pour le coup, j'ai pas d'autre chose à dire. Si vous avez un seul shoot'em up et que vous avez pas envie d'en faire davantage, allez-y. Si ça vous plaît, vous pourrez faire Radiant Silvergun sur Saturn et débourser 300€ pour acheter une console, parce que le jeu est autrement moins accessible sur le plan du porte-monnaie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ikaruga. Merci Karel. Donc je vais peut-être me le prendre au final. Parce que ça peut m'intéresser. Ouais. Oui, parce que du coup je suis le seul à y avoir joué autour du plateau. Après les jeux de partage. Moi c'est Ikaruga, c'est le jeu qui m'a fait croire que j'allais aimer les shmups. Donc j'y ai joué chez un pote quand j'étais jeune et j'ai fait mais c'est trop bien. Et après en fait non, le shmup c'est pas pour moi. Mais Ikaruga oui par contre. Je sais pas pourquoi, mais effectivement j'ai pas un mur de difficulté. Il y a complètement un mur de difficulté, et c'est aussi pour ça que le jeu n'est pas du tout accessible en fait. Ils ont beau faire des efforts, si tu peux pas freiner le jeu, si tu peux pas le ralentir, ça reste inaccessible pour beaucoup de gens. Mais c'est un jeu de par cœur. Voilà, c'est ça. Alors sur le chat, on voit Lutti24 qui nous dit le niveau présenté actuellement sur l'écran derrière, j'ai l'impression de voir Nier Automata s'il avait été fait il y a 15 ans. Il y a effectivement un peu de ça. Je pense que ça a dû influencer Yoko Taro. Mafuba nous dit Nietzsche, The Game, développeuse du dimanche qui fait un commentaire HS, mais elle est ravie de voir Hotel Dust sur la table. Effectivement, tu anticipes ma recommandation de fin d'émission.
Spoiler alerte. Spoiler alerte, bah oui, évidemment. On a fait le tour sur Ikaruga ou pas? D'après vous? Pense, oui. Oui, bon, bah écoutez, on a fait le tour sur Ikaruga. On va vite, on est pile poil dans les temps, c'est fantastique, c'est très très bien. On va du coup s'écouter une petite pause musicale, je crois, de Life is Strange, avant de donner la parole à Julien Pirou pour lancer le débat sur la narration. On l'a rencontré avant l'émission, parce qu'il ne pouvait pas venir en plateau. Donc on aura un petit magnéto là-dessus. Le groupe, c'est qui? C'est Sin Matters avec le morceau, Obstacles. C'est un groupe parisien d'ailleurs. Ah, bah on les embrasse. Voilà. À tout de suite. Et beaucoup de larmes ont été versées pendant cette pause musicale. On embrasse tous les gens sur le chat qui sont en PLS, notamment les pleufeuses du dimanche. Amenez-moi des mouchoirs. On n'en a pas sur nous là malheureusement, mais si quelqu'un peut lui en apporter, ce serait très sympathique. Voilà, Miou, tu as apprécié? C'est pareil, un peu de feels quand même, un petit peu. Merci Florent pour cette pause. Eh oui, je savais. Ahurissante. Attends, ma dernière reco musicale, elle est meilleure. Ah oui, peut-être. Ah oui, oulala, oui. Teasing. Les amis, effectivement, comme je disais avant la pause musicale, on n'a pas pu avoir Julien Pirou en plateau aujourd'hui, malheureusement. Il était très très pris, mais heureusement, il a pu répondre à nos questions. Il s'est déplacé dans nos locaux, on l'a interviewé sur la question de toute la narration dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est un médium par essence narratif? Donc on a parlé de lui, on a parlé de ça avec lui, deux segments d'interview. Un premier dès maintenant, un second après la pause. Mais tout de suite, on s'écoute l'interview de Julien Pirou après le jingle. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Julien Pirou, bonjour. Bonjour. Alors, dirais-tu que le level design est un vecteur de narration dans le jeu vidéo? Pour moi, le level design, il devrait être le premier vecteur narratif du jeu vidéo, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la première histoire, celle qui domine toutes les autres, c'est toujours l'histoire du joueur. Et l'histoire du joueur, elle est racontée entre autres dans le level design. Parce que si on place le joueur face à des difficultés à tel endroit, qu'on lui met un moment stressant à tel autre endroit, et ainsi de suite, on met en scène son histoire à lui, et les émotions qu'il va vivre, et les choses qu'il va ressentir en jouant. Donc voilà, le level designer, c'est un raconteur d'histoire de base. Il crée ce parcours à travers lequel il va faire vivre des choses aux joueurs. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce niveau-là qui est vraiment important. Et tout ce qui va être cutscene, cinématique, et ainsi de suite, c'est des choses qui vont s'intégrer dans cette expérience-là. Et ce qui est parfois très, très compliqué, c'est qu'on a des histoires qui ont besoin de beaucoup de cinématiques pour être racontées. Et c'est pas toujours évident de ramener ça dans l'expérience du joueur. En tout cas, de trouver un équilibre pour pas que le joueur ait l'impression qu'on est juste en train de le balader d'un point A à un point B pour voir une scène où il n'a pas la main. Et que finalement, une obsession chez les développeurs de jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle l'agency. Donc je sais pas comment traduire ça, c'est le libre arbitre, le libre choix du joueur, la capacité du joueur à prendre ses propres décisions dans le jeu. Et il faut souvent lutter pour ramener l'agency au centre des préoccupations, y compris des scénaristes, parce que parfois il y a la tendance, la tentation de vouloir raconter une histoire comme on la raconterait pour un film, comme on la raconterait pour un livre, un roman, une BD. C'est-à-dire une histoire que le joueur subit. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le joueur ait l'impression de la vivre, cette histoire. Il faut qu'il se dise, j'en suis l'acteur, c'est moi qui ai tué le dragon. C'est pas, j'ai regardé le héros tuer le dragon à ma place dans cette cinématique. Donc voilà, mais ça c'est souvent dans les équipes, c'est un job que j'ai pu faire à Ubisoft. Il y a un des level designers dont le rôle ça va être d'être l'interface entre l'équipe de level design et l'équipe des scénaristes, justement pour que les uns les autres échangent des idées et travaillent ensemble à voir comment cette idée d'histoire, est-ce qu'on peut en faire vraiment un moment de gameplay plutôt que juste un texte ou un dialogue. Et parfois les level designers eux-mêmes, en faisant le scénario, ils vont se dire « Ah, ça ce serait bien qu'à tel moment il se passe ça, il y a une trahison, je sais pas quoi ». Enfin, et si les scénaristes, si on leur communique pas ça, ils vont pas forcément y penser. Donc c'est important qu'il y ait aussi ce pont, cette passerelle entre les deux, pour que finalement
on évite, alors il y a un terme un peu savant qui est sorti pour ça, c'est la dissonance ludo-narrativiste, ou une ludo-narrative, qui dit, voilà, on te raconte une histoire, mais qui n'est pas synchronisée avec ce qu'on te fait vivre. Donc là, il y a un problème. Donc ça, c'est la bête noire des scénaristes et des level designers qui doivent travailler main dans la main pour que justement cette dissonance-là, elle n'existe pas et que l'histoire soit bien en phase avec ce que fait le joueur. Et dirais-tu que la façon d'écrire le jeu vidéo a évolué ? Elle a évolué déjà parce que les manières de raconter, de mettre en scène l'histoire ont changé, ont évolué, se sont... je dirais pas forcément améliorées, mais en tout cas, il y a des choses plus cinématographiques qui ont été permises, des choses de mise en scène. Et au fur et à mesure que tous ces outils narratifs se développaient, les scénaristes de jeux vidéo se sont un peu enhardis aussi et ont eu envie de raconter des choses plus complexes, ou en tout cas peut-être plus spectaculaires, encore plus cinématographiques. Parce que bon, quand on regarde bien, même à l'époque de Ultima et des vieux Final Fantasy, il y avait déjà des histoires épiques, mais qui étaient racontées sous forme de texte principalement, ou des petites scénettes avec les sprites. Là où maintenant ça va être des moments vraiment spectaculaires et vraiment mis en scène. De retour en plateau, on n'a pas les beds ? Bon écoutez, on n'a pas le bed. Ah si, moi je l'ai. Le petit bed douillet, c'est bien. Bon bah on remercie Julien Pirou pour avoir répondu à nos questions pour cette première moitié d'intervention. Effectivement, on va peut-être se tourner vers Mio directement, te poser la question. Rebonjour. Comment tu définirais tout simplement le langage du jeu vidéo ? L'écriture dans le jeu vidéo. Ce qui est marrant, c'est que justement, on a toujours tendance à séparer écriture et jeu. Donc on sépare justement le ludique et le narratif. C'est pour ça qu'on parle aussi de dissonance ludonarrative. C'est aussi un trip de chercheur, ça, de s'affronter entre ludologue et narratologue, parce que les mécaniques de jeu et les systèmes de narration qu'on a pour l'instant établis en tant que grammaire dans le jeu vidéo sont séparés, sont considérés comme deux entités différentes au lieu d'être intégrées l'une à l'autre. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Julien Pirou, on n'a pas beaucoup de moyens au début des jeux vidéo. Au début de la conception, on ne sait pas exactement comment réussir à intégrer tout ce qu'on veut dans un jeu. Et on doit miser sur le pouvoir évocatif de ce qu'on montre. Donc beaucoup de narration passait par exemple par les jaquettes. Au tout début des jeux vidéo, c'était la jaquette qui disait en fait qu'est-ce qu'on va jouer, que représentent ces pixels qu'on va jouer à l'écran. Et toutes les cinématiques qu'on a commencé à ajouter ensuite étaient aussi formatées par rapport à ce manque de moyens techniques et de moyens créatifs aussi à l'époque, puisque c'était un nouveau médium qu'on ne savait pas utiliser. Et du coup, maintenant, on a beaucoup plus de moyens, mais notre langage et notre grammaire n'a pas forcément évolué. Ironiquement, c'est qu'on a continué d'améliorer ce qu'on savait faire, mais on commence tout juste à se dire, voilà, mais comment on va faire pour marier justement le ludique et le narratif vraiment de façon cohérente et surtout harmonieuse. Parce que pour l'instant, on fait des cinématiques qui ont le mot cinéma dedans, on arrête le jeu et on dit regarde ce qui se passe, on dit regarde ce dialogue, redeviens spectateur au lieu d'être joueur. Et cette dissonance-là, pour l'instant, elle est présente dans beaucoup de jeux et on commence à avoir beaucoup de jeux qui essayent de passer au-dessus. Mais est-ce que cette convocation, cette convocation des codes du cinéma, est-ce qu'elle vient pas de l'arrivée de la 3D aussi ? C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une évolution là-dessus, quoi qu'on en dise. Mais est-ce qu'elle vient pas d'un besoin de légitimation du jeu vidéo ? C'est-à-dire, hey, nous aussi on est de l'art, et donc on fait du cinéma, on fait plus du jeu vidéo, quoi. C'est vrai, c'est effectivement de là que ça vient. C'est oui, on fait du jeu vidéo, ça peut être de l'art. Regardez, c'est pas juste des jeux, c'est pas qu'un jeu. On peut évoquer plein d'émotions à nos utilisateurs, mais finalement, la 3D, ça nous a juste apporté de meilleures cinématiques. Ça nous a apporté la possibilité de faire du cinéma dans le jeu vidéo, de vraiment intégrer le langage cinématographique au jeu vidéo. Et ça nous a apporté plein d'autres moyens. Et il n'y a pas que la 3D qui a joué là-dessus, bien sûr, mais c'est vrai que, par exemple, quand on pense tout ce qui est motion capture, tout ce qui va être Life is Strange, tout ce qui va être God of War 4, qui est très cinématisé, en fait, justement. Ou même, lors des phases de gameplay, on a des jeux de caméra très intéressants à voir, qui sont là pour rendre l'action plus épique.
eh bien pour l'instant on est encore dans l'emprunt au cinéma pour se légitimer, alors qu'on a plein d'autres choses à proposer qui sont très intéressantes. Effectivement, est-ce que ça vous fait réagir, cette question de l'écueil cinématique dans le jeu vidéo? Est-ce que l'interactivité du jeu vidéo diminue le pouvoir de la narration? Parce que dans les autres médiums, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas d'interactivité du tout, donc la narration, elle est présente, il n'y a que ça, elle est très puissante dans la littérature, dans le cinéma principalement. Est-ce que plus on donne des choses à faire à un joueur, moins il va être impliqué dans la narration? Par exemple, je pense à des jeux où dès qu'il y a une cinématique, on a envie de la passer. Les MMORPG, par exemple, on lit pas les quêtes. Des RPG d'ailleurs aussi, Final Fantasy XV, coucou, les grenouilles là. On lit pas les quêtes parce que ça nous intéresse pas, il n'y a pas de commitment du joueur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, bien sûr. Il est pas accroché dans le jeu, c'est ce que tu veux dire. Et plus tu donnes des choses à faire, moins tu es impliqué dans l'histoire. Parce que c'est un parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple de Yakuza qui est un peu récent. L'expérience de jeu repose davantage sur les quêtes annexes que tu vas remplir que sur l'histoire principale. Enfin, si t'as envie de faire le jeu en ligne droite. T'es pas d'accord, Florent? Non, c'est pas ça, mais ça me fait penser, parce que d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Yakuza 6, moi je zappe les cinématiques, je fais papa pour enchaîner le jeu. Et toi tu m'as dit que tu regardais toutes les cinématiques. Bien sûr. Moi c'est un contrat que je passe avec le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dois en livrer un avis dessus et disons j'ai envie d'avoir l'expérience totale, je la vis avec ses défauts. Moi tous les dialogues de quête annexe, moi je zappe. Non mais tu vois, genre c'est comme regarder Full Metal Jacket et s'arrêter à la première moitié, tu vois. Enfin non, tu regardes jusqu'à la fin quoi. Ouais. Mais bon. Je sais pas, moi c'est vrai que c'est comme disait Alexis, j'ai envie de faire le truc, j'ai pas envie de les dialogues, le mec il t'explique. Tu vois, par exemple, j'ai sur le chat, je vois Mafouba qui parle de MGS4. J'ai pas les chiffres pour MGS4, mais j'ai quelques jeux là. Par exemple, Zelda 1, c'est 6h30 à peu près pour le finir. 2 minutes de narration où t'es passif. Et des jeux comme FF10, c'est 20% du jeu. Shenmue 2, c'est 20% aussi. Half-Life 2, c'est genre 1%. Et est-ce qu'on n'est pas plus. Enfin, pourtant, parce que c'est pour contrebalancer ce que je disais aussi, dans FF10, t'es quand même impliqué et tout ça, mais MGS4, c'est plus de 50%, je pense. Plus. Miu. Moi, je trouve ça intéressant que tu dises qu'à partir du moment où on interagit plus avec le jeu, on sépare la narration. C'est pas vrai. C'est juste, on sépare d'une narration qui nous empêche d'interagir. Si le jeu a un système qui nous dit joue, vas-y, fais plein de choses, par exemple avec un monde ouvert à la GTA, oui, effectivement, tout d'un coup, s'arrêter pour voir une cinématique ou un dialogue qui va durer 10 minutes à chaque fois, on n'a pas envie. Mais par contre, si la narration peut être transmise autrement par ces jeux-là, notamment par la narration environnementale, par exemple, exactement. Dishonored a beau avoir des cinématiques, la narration environnementale est superbe, surtout dans le dernier qui est sorti. Ou Witcher 3 aussi. Witcher 3 aussi, effectivement. Et Dark Souls était très réputé pour ça, malgré tout ce qu'on aurait à dire sur sa difficulté, etc. Mais merci. Le lore est très important dans Dark Souls, et pourtant il n'est pas du tout communiqué par des cinématiques. Il y a quelques cinématiques, il y en a genre 5 dans tout le jeu, et puis c'est tout, elle dure 2 minutes et basta quoi. C'est ça, puis elles sont pas claires quoi. Elles non, sont hyper énigmatiques. Dans un Dark Souls, il faut que tu sois toi-même, qui aille faire tes recherches, qui découvre par rapport à l'architecture des monuments, par rapport à la description dans toutes les armes. C'est ça. C'est une narration qui est même cryptique. 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 Mais après, c'est une narration plutôt basée sur l'utilisation de l'encyclopédie à laquelle te donne accès les menus, genre les descriptions d'objets, etc. C'est ça. Là où une narration environnementale à stricto sensu, ce serait plutôt un Metroid. Ouais, mais en gros, Dark Souls, il te dit dans ta narration, il te dit si t'en as rien à faire de l'histoire que je te raconte, c'est pas très grave, tu peux terminer le jeu, c'est pas grave, tu finiras, tu buteras le boss. Si t'as envie de t'impliquer et d'aller savoir ce que je veux te raconter, va faire toi-même les recherches, va essayer de te faire des trucs. En plus, je te laisse des zones d'ombre, comme ça, c'est à toi de réfléchir. Tu vois, c'est une autre façon de le faire. Alors, on a la développeuse du dimanche qui nous dit effectivement que la narration environnementale, ça ne met pas le joueur en pause, ce qui est plutôt sympa, effectivement. Et Mafouba qui nous dit après, le jeu vidéo n'a pas forcément en priorité de raconter une histoire. Il a tendance à mettre souvent ça comme une chose parmi plein d'autres, un ingrédient parmi tous ceux qu'on met dans la soupe. Red Dead Redemption a une narration par le lore excellente, par exemple. Pour un peu avancer, j'avais lu un article qui a fait du bruit en 2015 d'un universitaire qui s'appelle Yann Bogost, qui avait intitulé son article « Les jeux sont-ils meilleurs sans narration ?» Non, c'est pas en 2015, c'était la sortie de Edith Finch, c'était quand? C'est l'année dernière. C'est l'année dernière. 2017, et en fait, il dit que il y a des bonnes histoires, il y a une bonne narration, mais pourquoi est-ce que ça prend la forme d'un jeu vidéo? Est-ce que Edith Finch, le meilleur moyen de raconter l'histoire d'Edith Finch, c'est par un jeu vidéo? Non, clairement pas. Mais après, tu vois, la question, c'est... Oui, pardon, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que justement, Edith Finch est intéressant parce qu'il est un jeu vidéo, parce qu'il te force à faire des choses, parce que tu dois avancer dans le jeu par toi-même. C'est comme, par exemple, prendre les jeux d'horreur, qui sont aussi qui reposent grandement sur la narration environnementale. C'est toi qui fais le choix d'aller vers le monstre, vers l'endroit où tu sais qu'il va y avoir un truc qui te fait peur. C'est pour ça, moi, les jeux d'horreur, j'y arrive pas. Mais tu sais à toi d'aller te faire
faire peur toi-même. C'est l'agency dont parlait Julien Pirou, j'aime bien refaire des liens à ce qu'il disait. C'est cette agency qui justement fait qu'il y a une narration qui se crée. C'est cette agency qui te dit voilà, c'est toi qui veux aller voir la suite, c'est toi qui va te faire peur, qui va suivre. Peut-être que tu vas juste suivre en surface en ayant que quelques détails, mais peut-être qu'au final tu vas vouloir savoir exactement ce qui s'est passé, quitte à avoir peur. Et alors sur ce point, peut-être que c'est le jeu vidéo et le prolongement logique du livre dont on est le héros, enfin ce qu'on avait quand on était gamin. On lisait ça dans la voiture sur l'autoroute quand on partait en vacances. Mais effectivement, le jeu vidéo maintenant c'est un nouvel outil et peut-être que ces méthodes de narration là se sont transposées sur cet outil et peut-être qu'elles fonctionnent mieux du fait que cet outil convoque d'autres codes dont l'image, la cinématographie, le sound design aussi, t'en parlais tout à l'heure en off Florent, mais que ça convoque peut-être une expérience plus transversale où la logique de narration dont on est son propre héros en fait fonctionne à plein régime, quoi. Pourquoi utiliser les codes du cinéma ? Parce que c'est l'image. Parce que c'est beau. Et surtout parce qu'on les connaît. Et parce qu'ils sont à l'écran aussi. Et donc, c'est parce que t'es formaté depuis plus d'un siècle par les codes du cinéma. Le jeu vidéo, la manière dont il nous raconte, il utilise les codes du cinéma. Est-ce qu'il a réussi à atteindre un niveau aussi équivalent en qualité? En fait, c'est ça le point que j'avais trouvé intéressant à creuser. Je suis pas forcément d'accord avec ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est juste pour faire avancer le jeu. C'est vraiment genre, pourquoi faire comme ça, copier pour finalement faire moins bien alors qu'on pourrait raconter autrement une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être, tu voulais rebondir, Miu, excuse-moi, vas-y. Je disais, on n'a pas que emprunté au code du cinéma, on a aussi emprunté justement au code des livres dont vous êtes le héros. On a toute une période de jeux textuels, par exemple. On a des jeux qui s'inspirent beaucoup de ça. Les point and click étaient aussi tirés de ça entièrement. Mais pourquoi emprunter au cinéma? Pour l'instant, on n'est pas capable de se figurer comment raconter une histoire autrement qu'avec des codes qu'on a déjà. Donc, on essaye de se rapprocher du cinéma pour voir est-ce que ça marche si on fait comme ça? Est-ce que ça reste un jeu? Est-ce que ça reste une œuvre intéressante même si on l'appelle pas ça un jeu? Est-ce qu'il vaut mieux appeler ça un film interactif? Est-ce qu'il vaut mieux faire complètement autrement? Tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Le cinéma a inventé des codes, donc le jeu vidéo il peut en inventer aussi. Et il est en train. Il est en train. Pour l'instant, c'est encore en train de se créer, donc c'est ça qui est très intéressant. Il y a des contre-exemples de films, de jeux qui, parce que, par exemple, Life is Strange où le jeu par épisode, ça prend d'autres codes. Même si finalement dans la narration il y a quand même du cinéma etc, mais il y a d'autres codes. Les séries, typiquement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Après, ça part d'autres types de narration, bien sûr. Il y en a des centaines. Je pense que tu pourras nous dire quel type de narration est très différent. Mais j'ai du mal à voir en fait vraiment comment, quelle est la patte du jeu vidéo dans ce style de narration-là, en tout cas à la MGS, à la Final Fantasy. Le problème avec Kojima ou avec monsieur David de Grutola, c'est que oui, David Cage, pour ceux qui connaissent pas, c'est David. Il cherche à faire du cinéma avec des jeux vidéo. Pour moi, c'est un peu ils font du très bon jeu vidéo, je dis pas le contraire, mais pour moi, c'est des cinéastes qui sont ratés, qui auraient voulu être cinéastes et qui n'ont pas réussi. Donc ils le font dans le jeu vidéo. Et ils n'arrivent jamais à atteindre ce que peut atteindre un Spielberg ou un truc. MGS3. Non, même MGS3, j'adore MGS3, mais même MGS3, il n'y arriverait pas à atteindre ce que peut faire un Kubrick, quoi. Après, le problème, je pense que dans le jeu vidéo, tu parlais de Life is Strange. Il y a des choses qui sont, comme on disait, qui sont en train de se mettre en place, mais il y a encore 10 ans de recherche à faire pour pouvoir impliquer. Sur le chat, je voyais qu'on parlait de God of War, je voulais l'invoquer aussi, God of War, parce que God of War, ils ont essayé un truc qui est vraiment bien, c'est que tout le jeu est un plan séquence. Donc tu sais jamais, en fait, même si c'est une cinématique, tu sais jamais si tu peux lâcher ta manette ou pas. Donc en fait, toi-même, en tant que joueur, tu n'es pas en pause, parce qu'il n'y a aucun temps de chargement, il n'y a aucun truc, aucun changement de caméra entre le moment où ça passe à la cinématique et pas à la cinématique. C'est peut-être déjà une bonne phase d'évolution pour le jeu vidéo, je pense qu'ils ont essayé de faire avec God of War 4, quoi. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Effectivement, c'était Organic qui en parlait sur le chat et tu avais raison de rebondir dessus. Miu, peut-être, on va peut-être avancer parce qu'on a quand même pas mal parlé de cinéma et jeux vidéo. Si vous, enfin voilà, on peut continuer. Les travaux d'Alexis Blanchet si ces questions vous intéressent. C'est un chercheur français qui fait un travail de pointe là-dessus. Évidemment, directeur de mémoire, effectivement. Là, en ce moment, il est en grève d'ailleurs, il me semble. Soutien, voilà. On a également, pour refermer cette première partie de débat, parce qu'on va sans doute garder des points pour la deuxième, mais en fait, le jeu vidéo, tu posais la question sur la table tout à l'heure, mais en fait, est-ce qu'il a besoin d'être écrit pour raconter quelque chose? Non. C'est tout. Tu parlais avec Ikaruga, par exemple. Ikaruga, il n'est pas écrit.
Et pourtant, tu te disais toi-même que ça apportait une narration. Ah, bah Breath of the Wild. Breath of the Wild aussi. Breath of the Wild est quand même un peu écrit. Il est écrit, mais tu fais ta propre narration. Oui, mais par exemple, l'exemple d'Ikaruga, c'est le plus frappant qu'on va pouvoir avoir, vu qu'on a eu la critique, c'est que Ikaruga, t'as pas de cinématique, t'as pas de texte, t'as pas de truc, et c'est juste la narration par le gameplay. Il a bien dit tout à l'heure Karel, ça lui narrait des choses alors qu'il faisait que switcher entre du blanc et du noir et de tuer des vagues de 3 ennemis, des chaînes de 3 ennemis. Donc c'est bien qu'on peut faire autre chose que mettre des cinématiques, mettre des textes, etc. pour raconter une histoire. New, peut-être le mot de la fin avant de refermer cette première partie. Je pense aussi que, effectivement, comme dit la développeuse du dimanche dans le chat, Journey est un autre exemple de narration non écrite, mais qui arrive d'elle-même, qui s'impose par l'interaction. Alors rappelons un peu ce que c'est que Journey pour nos auditeurs quand même. C'est un petit jeu dans lequel on joue une espèce d'entité qui se balade dans le désert. C'est un jeu très reposant et on va croiser un autre joueur. Et on ne peut communiquer avec lui que par quelques signaux. Et il va falloir réussir à traverser tout ce désert à deux ou tout seul et à comprendre ce que nous dit cet univers sans aucune écriture, avec très très peu de petites cinématiques qui ne sont même pas vraiment des cinématiques dans le sens où elles nous montrent juste ce qu'il se passe. Ouais, c'est juste un jeu incroyable. Une introduction de niveau comme Mario 64, on a une caméra qui tourne et puis hop, on y va directement. Et c'est peut-être un jeu qui pose la question de la narration émergente et de la narration cyclique dont on parlera peut-être dans la deuxième moitié. Donc merci Lola d'avoir mis ça sur la table pour assurer la transition. C'est fantastique. On est presque pas en retard en plus. On est presque pas en retard, c'est extraordinaire. Les amis, on va s'écouter une troisième pause musicale. Ouais, Laurent, c'est encore moi qui te l'ai proposé cette fois. Donc c'est un petit cover de. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas avoir Persona en pause musicale? Exactement, parce qu'en fait, je vous explique, Karel voulait mettre Persona, moi je dis non. Et voilà, donc on va avoir un petit cover de Miracle of Sound, c'est la cover de Wake the White Wolf de l'OST de Witcher 3. En métal. Comme tu présentes ça bien. Allez, à tout de suite. De retour pour la 61e numéro d'Hyperlique. On n'en revient pas, le chat a adoré cette pause musicale. Je te l'avais dit. Florent, il est content. Ah ouais. Et donc, je répète, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ne pas avoir Persona en pause musicale? C'est ça. Ouais. Mais non, mais tu vois, les gens ils apprécient qu'on passe pas que des japonaiseries. Oui, mais voilà. Persona est présent ici, c'est important. Donc, on va relancer le débat sur la narration et le jeu vidéo, n'est-ce pas? La deuxième partie de l'interview qu'on avait faite avec Julien Pirou sera d'ailleurs l'interview, j'en profite pour le dire, l'intégralité sera disponible sur YouTube. Donc voilà, après l'émission, a priori. Oui, effectivement, c'est ça. Très bien. Bon, bah les amis, on passe pour la deuxième partie de l'interview de Julien Pirou et on se retrouve juste après. Doit-on laisser le choix aux joueurs? Je pense que c'est toujours mieux de faire comme ça. Après, souvent, le scénariste, voire parfois le creative director ou autre, il va vouloir mettre un thème au cœur de son jeu. Il va vouloir faire passer quelque chose aux joueurs. Je ne vais pas dire pas forcément un message, parce que message, ça fait un peu pompeux, mais si le thème de ton jeu, c'est, je sais pas, tu peux pas changer qui tu es, il va vouloir qu'il y ait des moments dans le jeu où le joueur se prenne ça de plein fouet. Et là, ça veut dire qu'il faut que la conséquence des actions du joueur soit pas forcément celle à laquelle il s'attend. Donc quelque part, c'est trahir un petit peu la promesse qu'on fait au joueur. Et si c'est bien fait, si ça fait partie du thème du jeu, si le joueur fait là je me suis vraiment, ils m'ont bien eu, ou c'est ça que je fallait qu'on veut que je ressente à ce moment-là, ça peut très bien fonctionner. Par contre, avoir des moments où le joueur a le sentiment qu'on lui vole le contrôle, ou que son personnage fait des choses que lui, en tant que joueur, c'est pas du tout l'idée qui se faisait de ce personnage et de la manière dont il le jouait jusqu'à maintenant. Un exemple, imaginons un jeu où tu peux jouer en infiltration tout le temps. Toi, tu le joues comme ça parce que tu as l'impression de jouer un ninja. Et donc tu te dis, voilà, personne me voit et tout, machin. Et puis, est-ce que tu as une cinématique où ton personnage tue 3 mecs? Et tu dis, non, c'est pas le personnage que j'étais en train de jouer. Donc là, voilà, là, il y a un problème. Et ça, c'est, à mon avis, des choses qu'il faut éviter. Le gameplay émergent fait-il du joueur un nouveau narrateur? Je pense que ce qui se passe, c'est que d'un côté, pendant très longtemps, on a pensé que les systèmes et le gameplay, c'était une chose, et les scénaristes et l'histoire, c'était autre chose. Et que finalement, c'était pas trop grave si ils se répondaient pas vraiment l'un l'autre.
Tandis que maintenant, les systèmes, on a un niveau de simulation dans les jeux en termes d'écosystème, voilà, tu prends une torche, tu la jettes dans l'herbe, l'herbe prend feu ou des choses comme ça. Le dernier Zelda fait ça super bien. Que du coup, tu as envie en tant que joueur que le monde réponde à tes actions. Là, on arrive dans justement tout ce qu'on appelle le gameplay émergent. Par exemple, dans Far Cry, ils appellent ça l'anecdote factory. C'est le fait que dans ta partie, il va se passer des trucs, des moments où personne n'aurait pu les prédire, et ça va te faire un souvenir incroyable. J'étais en pleine fusillade avec 3 mecs, et d'un seul coup, il y a un ours qui a débarqué, et ensuite, il y a une grenade qui a fait péter un machin, et un véhicule en feu est passé à travers la forêt. Waouh! Et ça, c'est vraiment les systèmes qui se mettent à interagir les uns avec les autres, et qui produisent des scènes. Et il n'y a pas 2 joueurs qui auront la même expérience. Et quand ce genre de choses se produit, ça fait des souvenirs incroyables après. J'espère que les joueurs ne deviendront jamais blasés de ce genre de choses, en disant ouais, bof, de l'écosystème, ouais, bon. Ouais. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est quand même incroyable quand on y réfléchit, de se dire qu'on arrive à simuler tout ça, plus ou moins bien bien sûr, hein, mais qu'on peut avoir un monde qui donne en tout cas le sentiment d'être vivant. Je pense que c'est un bel achievement quand on y parle. Julien Pirou, merci beaucoup. Merci. Alexis, ça te fait rire? Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ça te fait marrer. Non mais écoute, la prochaine fois tu le feras toi-même. Hein. Oui, non, mais c'est comme très un grand. Hein. Oui. Bon, on embrasse évidemment la développeuse du dimanche qui nous disait sur le chat question choix forcing. J'étais particulièrement embêté à la fin de The Last of Us, qu'on ne spoilera pas, mais effectivement, une autre question qu'elle nous donne, c'est intéressant de parler des faux choix dans le jeu vidéo. On te demande de choisir, mais au final l'action n'avance que si tu fais celui qu'on attend de toi. T'es sûr que tu l'avais pas envoyé le conducteur? Oui, parce que bah si, c'est pour ça que tu vois. C'est pour ça, je le savais. La transition se fait extraordinaire de manière incroyable, tu vois. Bah du coup, Miou, est-ce que tu veux réagir sur ce point? Sur les faux choix, ah bah oui, complètement. C'est-à-dire que quand on développe un jeu avec une histoire, généralement ce qu'on fait c'est un arbre narratif, c'est-à-dire qu'on commence avec un tronc, un point d'histoire fixe, et après on se développe en plein de petites branches de narration, voilà, selon les choix du joueur, souvent, si on aime bien donner le choix, donc on dit plein de choix de narration. Et le problème d'un arbre, c'est que théoriquement, toutes les branches continuent de s'étendre jusqu'au bout. En jeu vidéo, on peut pas se permettre de faire ça, parce que déjà, c'est super galère à garder, à se rappeler, même en tant que concepteur et conceptrice, mais aussi parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène les branches à des points, à des nœuds de scénarios qui sont communs, ce qui fait qu'il y a des choix qui finalement n'ont pas un si grand impact sur l'issue de l'histoire. Et ça peut être un jeu qui va en prendre avantage. Je prends par exemple The Dragon Cancer, où de toute façon la fin est inéluctable et ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Mais d'autres fois, c'est juste hyper frustrant de se dire j'ai fait tout ça pour en arriver au même point, quoi que je fasse. J'en ai un là, qui prend toutes les arborescences possibles, imaginables, j'en ai un. Mais effectivement, c'est vrai que, bon, Nier Automata, mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, il y a beaucoup de convergence vers des fins prédéterminées. Ouais, ou il y a même pire, il y a les jeux Telltale, où on te fait croire que t'as des choix qui en fait les choix ne servent à rien parce que l'histoire sera la même quoi qu'il arrive. Donc ça c'est le pire pour moi, c'est mentir à son joueur. Parce qu'après tu peux faire des trucs qui se regroupent, ok, mais au moins tu lui mens pas, tu l'as proposé différentes versions. Mais après tu peux avoir un mensonge vertueux, c'est-à-dire faire croire aux joueurs qui jouent à un nouveau jeu alors qu'en fait ils jouent au jeu qu'il a déjà joué, avec notamment Metal Gear Solid 2, et la question de comment est-ce que tu peux utiliser les images et le médium jeu vidéo pour modeler la personnalité d'une personne. Voilà, l'image sert à modeler les gens de telle ou telle manière. Je vais pas spoiler le twist final de MGS2. Oh, il est vieux maintenant le jeu. Il est vieux. Non, mais voilà, en gros, MGS2 c'est une arnaque totale là-dessus, mais une arnaque géniale. C'est-à-dire que, en fait, t'as déjà joué à ce jeu, quoi. C'est voilà. Ça. À l'inverse de ça, on a par exemple Undertale qui lui te dit tu vas faire des choix, ça va être des choix de gameplay en plus pour le coup, qui vont avoir un impact sur la narration, et tous tes choix auront des conséquences sur la narration et sur l'histoire et l'issue de l'histoire à laquelle tu auras accès. Ce qui donne beaucoup d'avantages puisqu'on peut rejouer au jeu, et du coup tout le monde dit ah oui, j'ai fait la run génocide, j'ai fait la run pacifique, et ce qui te donne envie en plus de réessayer le jeu et de redécouvrir cet aspect de l'histoire que tu n'as pas encore connu. Et c'est une façon de le faire aussi. Dans le dernier Alexis
dans Detroit Become Human qui est sorti récemment. J'ai pas joué personnellement, mais ce que j'ai vu en fait c'est donc des faux choix aussi, mais tu peux revenir en fait à l'embranchement quand t'as fini le jeu ou à un moment en fait c'est pas forcément des faux choix, c'est juste que les développeurs, une fois que t'as fini le chapitre, il y a un arbre, ils t'affichent l'arbre au lieu de te le cacher, ils te disent regardez on a fait tout ça, vous pouvez aussi aller les faire. C'est peut-être une manière aussi de rompre cet aspect tel très d'ailleurs ou quantique tout court aussi parce qu'ils ont comme l'habitude de faire des jeux. Automata te permettait de faire ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tu avais fini la fin E, tu avais accès à l'intégralité des chapitres et tu pouvais accéder à toutes les fins cachées jusqu'à la fin Z. C'est laquelle la fin Y, je sais plus. Bref, il y en a trop. Il y en a 26. Il y en a 26, voilà, il y en a 26. Mais la fin cachée est excellente. Effectivement, la question du choix, elle est très très importante. Je profite, la transition va peut-être paraître un peu bancale, mais on peut aussi parler de la question de la rejouabilité. C'est-à-dire justement, un film, tu le revois une deuxième fois, tu peux peut-être avoir un deuxième degré de lecture maintenant que tu en connais la fin, mais le jeu vidéo peut carburer à fond là-dessus. C'est-à-dire que si on refait le même jeu une deuxième fois, qu'on va revivre les mêmes événements sous un angle différent ou avec une compréhension supplémentaire, il y a peut-être des éléments même des péripéties qui vont changer ou des choses comme ça. Je pense à Nier, mais je pense aussi à Majora's Mask, par exemple, qui permet de voir par la narration cyclique permise par le jeu vidéo les mêmes événements sous différents angles et approfondir le lore. Enfin voilà, la quête des amoureux, faites-la si vous avez le jeu. Mais ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en perspective de narration dans le jeu vidéo sur la question du New Game Plus? Est-ce qu'il n'y a pas là un chantier sur la rejouabilité, tu veux dire? Oui, il y en a un, il est déjà employé justement. Le fait que Détroit nous montre le chapitre à la fin avec tous ces embranchements sans nous dire exactement ce qui pourrait se passer, mais en disant voilà, toi t'as pris ce chemin-là, mais t'aurais pu faire tout ça, t'aurais pu rechercher là-dedans, t'aurais pu trouver tel objet. Peut-être que cet objet aura une incidence dans une scène plus tard, peut-être pas, tu ne le sais pas. Mais le fait de montrer ce qui est pourtant du rouage, c'est comme dire je t'ouvre ma montre pour te montrer comment elle fonctionne, mais c'est aussi pour te dire, parce que c'est aussi une critique qui avait été beaucoup faite à leur jeu précédent Beyond Two Souls, c'est que les gens n'avaient pas conscience de l'impact de leur choix, ou même qu'ils avaient des choix à certains moments. Alors que là, t'es sûr que le joueur et la joueuse le savent. Du coup, ils vont y rejouer. Ils vont se dire j'aurais pu faire un autre choix, j'aurais pu faire autrement, je vais essayer de comprendre. Ça attise la curiosité. C'est une façon de faire, mais qui est un peu... Après, sur cet aspect-là, les gens qui finissent les jeux et qui recommencent, c'est quand même une minorité, parce qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Steam, je crois, ou Xbox, je sais plus, qui montre qu'en fait le nombre de jeux terminés par les possesseurs est très très faible. Donc, quand tu prends par exemple, je prends Mass Effect 3, il y a 656 branches différentes. C'est ça, 656 variables en fait dans Mass Effect 3, donc l'enfer pour les développeurs. Parce qu'en fait, tu codes des trucs, ça te coûte de l'argent, du temps, et il y a peut-être une infime partie des joueurs qui vont le voir en fait. Donc qu'est-ce que c'est pas finalement beaucoup de travail pour. Mais là, moi je suis pas dans l'industrie donc je sais pas comment ça se passe, mais beaucoup de travail pour pas grand chose peut-être. Mais est-ce que justement mettre en avant la rejouabilité comme vecteur de narration, c'est pas une façon d'encourager les gens à finir le jeu aussi? Est-ce que t'as pas envie quand t'as fini ton jeu de passer à autre chose? Surtout un jeu comme Mass Effect 3 où c'est 80 ou 100 heures dessus, quoi. T'as peut-être pas envie de te le faire 656 fois, quoi. Et pour le coup, il y a 3 fins qui sont vraiment très différentes, mais bon, on va pas spoiler. Après Nier Automata, lui, justement, il est très bon là-dessus, parce que tu finis en run A et tu fais c'est bon, j'ai fini le jeu. Et puis là, le jeu il te dit non, mec, t'as pas fini le jeu. Et là, lui, il te oblige à rejouer, mais alors après la run B, le début pareil, puis après ça change totalement. Enfin, Nier Automata, pour moi, c'est le meilleur exemple de jeu qui te force à rejouer pour justement en te mettant de nouvelles choses, de nouveaux trucs et en te disant en fait t'avais vu 1% du jeu quand t'as fini le jeu la première fois. Regarde ce qu'il y avait ailleurs, regarde, explore par ici, explore par là. C'est vraiment pour moi génial. T'en parlais, je ne peux qu'adhérer avec ça. Et justement, peut-être que les conseils que se donnent les joueurs entre eux, c'est pas aussi une forme de narration. Et là, on va peut-être passer à la narration émergente. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On parlait de Breath of the Wild tout à l'heure, mais oui, mais c'est-à-dire que effectivement, le fait de dire, mais attends, de raconter avant quand on était jeune, je sais pas si vous vous rappelez, mais on racontait nos jeux dans la cour de récré à nos potes. On disait regarde, moi il s'est passé ça, c'est trop bien. Maintenant c'est il s'est passé ça et ton pote en face il est moi il s'est passé ça. Ah bon alors zut, on peut faire le jeu de façon différente. Où il peut se passer ça si je fais ça. C'est super intéressant. Et là on accède à cette nouvelle narration justement qui est émergente, qui est de dire finalement l'histoire c'est toi qui te l'as fait en tant que joueur ou joueuse. C'est-à-dire qu'on te donne des éléments en tant que game designer, level designer, etc. On te donne des éléments et c'est à toi de recoller les morceaux ou de te dire ces éléments ils ont aucun sens, moi je m'en fiche, je trace ma route comme je le veux.
Ce qui fait qu'il y a des jeux qui ont abandonné le fait de faire une narration très forte et très directive et très scénarisée en fait, pour au contraire dire bah non, regarde, tu vas dans mon univers, je te donne 2-3 clés, je te donne 3 éléments, par exemple Zelda Breath of the Wild, l'essentiel de l'expérience est certes dicté par une narration globale, mais au final on va tous faire énormément d'essais et le temps qu'on va passer sur le jeu, on va le passer à jouer et à se faire ces histoires dans l'univers. Complètement. Tout ce qui est les Battle Royale ou les Open World à DZ, moi j'ai des histoires incroyables qui m'est arrivé dans DZ, c'est pas du tout scénarisé, mais j'ai des histoires incroyables. On voit les gens sur PUBG, souvent la première chose que les gens disent sur PUBG, c'est que c'est une fabrique à histoire. Avant même de mettre en avant ouais, voilà. Ils disent c'est une fabrique à histoire, c'est voilà, comme tu disais Maëlle, on a un univers, on a un truc, et c'est les joueurs qui créent leurs propres histoires, leurs propres trucs. C'est pour ça que ça marche en stream aussi. Et ça c'est oui, c'est ça, c'est qu'en fait Twitch finalement induit par sa logique de diffusion, peut-être guide des processus créatifs et donne une tendance dans l'industrie en disant bah voilà, maintenant on va faire un jeu susceptible de créer des clips Twitch qui vont nous donner plus de visibilité, et a fortiori pour j'imagine un jeu indé qui a envie de faire du systémique et qui se dit ben voilà, un clip Twitch, ça va la réputation de mon jeu va se jouer là-dessus aussi quoi. Et ça peut, je pense ça peut écrire les destins de certains jeux. L'aspect Twitch justement est très important puisque maintenant on arrive à des jeux qui sont des jeux spectacles, c'est-à-dire que des jeux dont la narration est effectivement libre pour laisser les streamers et les vidéastes parler par-dessus, c'est-à-dire qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre pour raconter l'histoire du jeu, ce qui est quand même fantastique, et surtout d'un point de vue de design, on les fait très différemment ces jeux. On fait un PUBG très différemment d'un autre jeu de survie. Oui, puis il y a celui qui va te le prendre en RP, en roleplay de malade mental, et il y a celui que, par exemple sur un jeu comme DZ, il y en a ceux qui sont en RP de fou, et ceux qui pèsent plus, ils vont plus, oui je joue à un jeu, il se passe des trucs, mais je joue à un jeu quand même. Donc ça aussi c'est bien. Ça parle de Sea of Thieves aussi dans le chat. Oui, j'allais le dire en fait. On salue Pseudoless et Osmosiscope qui étaient très déçus que tu ne parles pas de Sea of Thieves. Apparemment tu avais des pirates dans les yeux. Et oui, j'ai des pirates dans les yeux depuis quelques mois, effectivement, c'est mon nouveau jeu doudou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'appelle ça comme ça, les jeux qui justement nous font un petit truc au cœur. C'est-à-dire que pour moi, comme d'autres l'ont dit, c'est que Sea of Thieves pour moi n'est pas un jeu scénarisé, c'est un jeu d'imaginaire de pirates. C'est-à-dire que c'est un jeu où on est plongé dans les pirates de Pirates des Caraïbes, dans des pirates complètement fictifs et très simplifiés. Mais qu'est-ce que c'est drôle, et surtout c'est multijoueur, et même quand moi j'y joue toute seule, parce que mine de rien j'y joue beaucoup toute seule, moi je me fais mes propres histoires jusqu'à les réécrire ensuite sur Twitter en disant j'ai trouvé une épave, je vais imaginer son histoire, je vais le raconter sur Twitter. Voilà, c'est un exemple de comment on peut s'approprier un environnement qui pourtant paraît vide au premier abord. C'est intéressant parce que c'est-à-dire que on a vu au cinéma, on l'a vu dans les bandes dessinées, la question de la fanfic, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est l'appropriation de la fiction par un public qui va en détourner peut-être certains personnages pour écrire ce qu'ils ont envie de faire avec, mais on a ça avec le jeu vidéo, mais que le jeu vidéo l'ait intériorisé comme vecteur de sa propre visibilité, c'est assez intéressant quoi. C'est vraiment maintenant le jeu vidéo c'est un médium narratif là-dessus aussi quoi. C'est maintenant vous joueurs vous pouvez participer à l'écriture de l'œuvre, elle se fait sous vos yeux en même temps. C'est ça, et c'est que très simplement on a les outils pour, tout le grand public a les outils pour, il te suffit d'un PC, d'un truc de capture, c'est intégré aux consoles et tout, donc c'est très très facile à faire comparé à si tu veux faire ton fan film quoi. Là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, le jeu vidéo a cet avantage là dans la narration émergente, de pouvoir facilement faire des fans jeux en fait, des fans story de ton jeu quoi. Et ça c'est un chemin dans lequel je pense beaucoup de jeux vidéo vont aller dans le futur. Et pourquoi beaucoup de jeux, tu parlais de Call of qui veut faire un Battle Royale, pourquoi beaucoup de jeux vont faire ça? Parce que justement c'est facile, ça permet de faire parler ton jeu très facilement aussi. Alexis, tu voulais rebondir? Mais c'était plus pour parler à l'inverse, mais peut-être que tu voulais partir sur autre chose, mais sur les jeux qui n'ont pas de narration, justement sur l'endo-narratif. Par exemple, les jeux qui n'ont pas besoin de narration pour agripper le joueur quoi. Tetris, Street Fighter, Mario Kart, tu as ce genre de choses. Alors Street Fighter, il y a les joueurs qui gueulent maintenant parce qu'il n'y a pas de mode histoire. Tu te souviens quand est sorti CF5, ils gueulaient parce qu'il n'y avait pas de mode histoire. Mais c'était parce que c'était une autre façon d'envisager les combats, les modes histoire. C'est pour ça. C'était pas forcément lié à la narration pure et dure. Non, mais pense à comment ça s'appelle, Soul Calibur, qui justement a eu beaucoup de déboires avec son mode histoire. Et qui finalement est revenu à un mode histoire un peu plus complet parce que c'était réclamé, mais pas parce que finalement mine de rien, oui les personnages nous intéressent, mais c'est plus parce que c'est une autre manière de se balader dans ces combats. Pour Tekken ça marche pas la famille. Oui, non. Non mais effectivement c'est intéressant le jeu de baston parce que c'est des personnages extrêmement charismatiques en fait, et le design en lui-même va te raconter quelque chose. Il suffit de voir Cody par exemple sur Street Fighter 5 qui a été révélé cette semaine, on voit tous ces costumes s'afficher à l'écran, on se dit ok ce personnage il a une histoire, il a traversé des épreuves et il n'y a pas besoin de cinématique
pour le comprendre. On voit tout de suite, ok, il a été flic, puis il est allé en tôle, et puis ensuite il a un arc de la rédemption, puis il va hériter du costume de Hagar. Enfin, c'est vraiment bien foutu, et ça c'est peut-être une leçon pour le genre du versus fighting, c'est raconter à travers le chara design. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais même sans aller jusque, parce que là on parle de ces jeux qui se font en 1 contre 1 ou un aspect qui est plus de confrontation, mais Super Mario World, Super Mario Land, ces jeux-là, la narration, en tout cas telle qu'on nous la présente, elle est très basique. On revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'était un peu aussi la légitimation, ces jeux-là, finalement, c'est des jeux pour enfants parce qu'on raconte rien. Mais pour revenir sur les jeux parce que pour finir la boucle, mais revenir sur les jeux compétitifs, en fait, c'est que c'est plus quelque chose qu'on peut rapprocher du sport que de la littérature ou du cinéma, du coup. En fait, je vais pas revenir sur le cinéma, t'inquiète pas, mais on en a bien parlé. C'est que le jeu vidéo permet aussi d'avoir des référentiels qui sont très très différents en fonction de tes jeux, en fonction de ce que tu veux en faire. Et ça, c'est une force du médium qui est quand même incroyable. On va peut-être passer, avant de refermer ce grand débat, sur la question du level design procédural, parce qu'on a quand même posé en filigrane la question, c'est le level design est-il une forme de narration dans le jeu vidéo? Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que oui. On a parlé de narration environnementale, on va pas y revenir, mais est-ce que le level design procédural va changer certaines logiques de narration dans le jeu vidéo là-dessus, justement, à partir du moment où on va déléguer la construction des environnements au jeu lui-même? Alors, je pense que oui. Déjà, en fait, le level design, c'est construire le parcours du joueur. Donc, effectivement, c'est un outil de narration extrêmement important. C'est la partie on va dire de la réunion de tous les éléments du jeu où on dit voilà, maintenant il va se passer ça de tel point à tel point. On va guider le joueur jusque là. De le faire en procédural, c'est Tiens, merci, géniaux. De le faire en procédural, du coup, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maîtriser ce qu'on fait autant. On peut faire de la génération procédurale et l'utiliser comme un outil pour créer plus de niveaux, pour créer plus d'histoires. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de moyen de faire une histoire qui tienne la route ou de faire même des systèmes totalement procéduraux qui tiennent la route. Pour l'instant, quand on a tenté de le faire, ça a plus ou moins marché dans le sens où on voit les failles du système, on voit le système affiché. Moi, j'adore ça parce que j'aime décomposer, mais c'est vraiment un délire de développeur, quoi. Effectivement. Alors, oui, Alexis. Pour rebondir sur ce sujet, c'est Ken Levine, monsieur Bioshock, qui avait donné une interview à la sortie de L'Ombre du Mordor, le premier, et qui avait dit que pour lui le système Nemesis c'est une vraie révolution et ça pouvait mener vers justement de la narration procédurale et ça pourrait du coup créer des jeux, le jeu ultime, le jeu infini qui serait celui de la narration procédurale, parce que le système de Nemesis c'est en fonction des rapports et des gens que tu tues ou par qui tu te fais tuer, ils réagissent différemment. Et pour lui c'était la première pierre, mais c'était il y a quoi, le premier jeu c'était en 2015, L'Ombre du Mordor, quelque chose comme ça. Avec 2014. Oui, voilà, et ça a pas, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment évolué, et lui depuis de son côté je sais pas ce qu'il fait. En vrai c'est resté un peu gadget dans le jeu lui-même, donc c'était très intéressant. C'était très intéressant. Ça restait dans le jeu. D'ailleurs, quand tu joues au 2, il te demande ta sauvegarde du 1 pour repartir sur les bases que tu avais fait dans le 1. C'était très intéressant. Tu pouvais tuer tel personnage et prendre un esclave à un autre, etc. Mais ça n'impliquait pas ta narration de ton jeu ne changeait pas en fait. C'était juste un truc un peu gadget. Mais t'imagines ça avec tous les personnages. Mais imagine, ils arrivent à faire ça avec tous les personnages d'un monde. Genre dans un Final Fantasy, ils font ça. Ce serait ma boule. Ce serait ma boule. Donc, ce sera le futur, je pense. Le futur. Je pense que ça va être très utilisé dans le futur, mais en plus parce que on revient un petit peu sur nos acquis en jeu vidéo, en conception de jeux vidéo narratifs actuellement, où on se retourne de nouveau vers le jeu de rôle qui à la base avait beaucoup inspiré les jeux point and click notamment. Mais on y revient parce que mine de rien, un JDR, c'est un jeu procédural. On te donne un cadre, on te donne des éléments et des joueurs qui, eux, vont se créer leur personnage. Et après, on dit, vas-y, fais ta séance de jeu de rôle. Donc, c'est procédural aussi et ça marche. Mais c'est parce que là, tout dépend des joueurs. On n'a pas encore de système contraint autour qui soit technologique. Ce qui fait que pour l'instant, on n'arrive pas à atteindre ce niveau de liberté dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'effectivement, dans le JDR papier, le joueur, il peut dire à un moment, bah non, j'ai pas envie. C'est ce que disait Julien Pirou dans l'interview complète que vous aurez sur YouTube effectivement plus tard. C'est, on n'a pas encore ça dans le jeu vidéo à proprement parler. Parce qu'il faut une intelligence artificielle pour pouvoir rebondir. Mais le machine learning, on en parlait la semaine dernière, voilà, tu vois, peut-être que... c'est la suite de notre débat de la semaine dernière, de toute façon, ce débat. Donc voilà, c'est ça, c'est que dans un JDR, t'as un maître de jeu qui te dit ah oui merde, donc il veut pas faire ça, ok, bon je vais faire autre chose.
Tu vois, le jeu peut pas encore te le faire. Donc c'est les deux voies de futur, l'apprentissage de la machine de toute façon et la voie du futur pour qu'on ait de la narration vraiment procédurale dans le jeu vidéo. Après, tu as quand même un exemple de jeu, et là, à la fin de l'envoi, je touche. Tu as un exemple de jeu qui intègre le level design procédural en tant qu'intention de narration et qui l'intègre parfaitement à un propos et à une vision. C'est, je te le donne en mille, Persona. Parce que Jusqu'au 4. Voilà, Persona 3 intègre le Tartarus, qui est un monde qui se refait intégralement, et tu as Persona 5 avec le Mementos, c'est la même chose, et qui se reconfigure du fait que l'inconscient populaire, l'inconscient général de la population se remodèle en fonction des croyances et de la popularité. T'as les donjons Calice dans Bloodborne aussi. Tout à fait, tout à fait. Après, ça c'est un peu, c'est plus un truc supplémentaire. Ça se marie pas complètement avec la. En vrai, à la base, ce qu'ils voulaient faire, c'était intégrer ce qu'on a trouvé le plus gros boss du jeu dans les donjons Calice, mais en fait, ils ont pas réussi à faire exactement ce qu'ils voulaient faire, quoi. Mais bon, c'est tout un livre. Il faudrait que je fasse les Calice. Ça avait des trucs rigolos. Tu sais que le plus gros boss du jeu, il a été découvert dans les donjons Calice il y a 1 mois et demi, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah bah écoute. Tu sais qu'il y a la question des roguelikes aussi, je vois sur le chat. Ah oui, Mafuba qui. Bah vas-y, c'est ton domaine. Hein. Rogue Legacy par exemple. Rogue Legacy, Isaac aussi. Enfin, c'est des jeux incroyables parce que, Isaac, en tout, je dois être à 600 heures de jeu là et j'y joue encore ce matin, quoi. Parce que vraiment, je peux pas m'arrêter. Alors que pourtant, c'est toujours la même chose. Il y a pas grand chose. Mais il y a pas. C'est juste que tu fais toujours la même chose, mais l'histoire est toujours la même s'il y a plein de fins, etc. Mais pourtant, t'as quand même envie de. T'es engagé autrement. Parce qu'il t'arrive toujours des nouvelles choses. Vu que c'est pas sur les roguelikes, les roguelikes, j'aime beaucoup ça aussi, mais justement Rogue Legacy a ceci d'intéressant qu'il essaye de justifier pourquoi on meurt et pourquoi on revient. Oui, avec ce système justement de legacy, d'héritier. Donc ils ont trouvé une parade narrative à justifier de partir et revenir, tout comme Dead Cells en a trouvé une autre sur le fait que de toute façon on est un espèce d'être déjà mort et qu'on se reconstitue. Et ça sert aussi à ça, la narration. Ça nous sert à éviter de sortir du jeu. Alors après, là, on parle de narration procédurale, de grandes narrations qui sont pratiquement infinies, qui sont rejouables à l'infini. Mais est-ce que c'est forcément une bonne idée ? Moi, je suis pas sûre. C'est-à-dire que c'est bien qu'on fasse ça, c'est bien qu'on ait des jeux qui fassent ça, mais c'est bien aussi qu'on ait des jeux hyper scénarisés, hyper droits, pour raconter d'autres histoires et avoir des propos beaucoup plus fins et beaucoup plus soignés. Je pensais à Enterrement mon amour, que quelqu'un avait mentionné dans le chat à un moment, qui a un propos qui est aussi politique, vous en parliez la semaine dernière, mais qui du coup ne peut maîtriser ce propos qu'en étant complètement scénarisé. Un peu comme Frostpunk tout à l'heure aussi. Effectivement. Oh là là, t'as vu ça ? Aurait-on bouclé la boucle ? C'est incroyable. Oh là là, vous êtes trop fort, je vous adore. On va peut-être, je regarde un petit peu sur le chat, qu'est-ce qui se dit. Alors oui, Iliana Sable, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oula, alors attention, voir le JDR papier comme quelque chose de procédural et computationnel, même si je partage cet avis, c'est une vision clairement pas partagée et très très débattue dans le milieu des créateurs des jeux de rôle. Je parle d'expérience parce que j'en ai eu des débats sur ce sujet, mais voilà. C'est une simplification, complètement, effectivement. C'est juste pour montrer que là aussi, on a un truc un peu systémique parfois, dans le fait que on a le même tronc commun et pourtant plein d'histoires différentes. Effectivement. Dans Hyperlink, on est là pour vous donner les clés de lecture. Si après vous voulez aller approfondir, allez sur Internet. Et vous battre avec d'autres gens qui voilà, aiment c'est ça. C'est bon, faites-le, c'est drôle. Et allez voir, du coup, je sais pas si le replay de ta conférence au Stunfest est... Pas encore disponible, mais effectivement, ce sera une table ronde sur la narration procédurale avec Fibrotig et Jeanne Rousseau du studio Spiders. Juste, voilà, comme ça, le mot est passé. On est bon ? Bah écoute, oui. On est bon. Je pense qu'il faut encore faire, comme la semaine dernière, encore une émission après derrière. Ouais, non mais voilà. On n'en a pas fini. Hein. On aura un épisode 2, évidemment, évidemment. On se laisse l'été, quand même, pour rafraîchir un peu le sujet. Merci beaucoup, Mio, pour tes contributions très intéressantes à ce débat. Merci Alexis, merci Florent. Bah de rien. Et bientôt, je vais remercier Elisa d'entrer en plateau. Alors, merci le chat. Voilà, merci. Et on appelle Elisa pour le quiz musical, s'il vous plaît, madame. Le quiz musical. Le quiz, effectivement, parce que c'est l'heure de sévir. Elisa qui est notre CM, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Viens là, on t'attend. Alors, est-ce qu'elle rentre ? Oui, tu rentres, c'est bon. On ferme la porte. On laisse ouvert. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Installe-toi à côté d'Alexis. Oh là allez, là, mets-toi là. T'as peur. Oh alors, Elisa. Elisa, bonjour, bienvenue. Merci. Tu as le siège enfant, Elisa. Ça fait 5 ans que je suis sobre. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était ton anniversaire hier soir. Joyeux anniversaire, Elisa. Joyeux anniversaire, Elisa. Petit cadeau, tu viens faire le quiz musical avec nous. Alors bien dans le micro, s'il te plaît. Là, ça va comme ça ? Non, plus haut, mets-le juste devant ta bouche. Dans l'axe. Voilà. Le micro est-il allumé ? Tout simplement. Voilà. Ça marche. Alors, on rappelle le principe du quiz musical, tout simplement. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. D'un côté, nous avons l'équipe rouge avec Florent et Miu. De l'autre côté, l'équipe bleue avec Alexis et Elisa. Est-ce que t'es fort ?
Non. Restez tout le monde dit concentrés. ça. Pas du tout. Restez concentrés, tout va bien se passer. On laisse un peu de respiration au début du morceau pour forcément laisser un peu les auditeurs jouer. On ne lit pas le chat, attention. Donc je vais vous demander de poser vos feuilles au niveau de l'écran Il y a pour ne 30 pas lire secondes le de délai. texte. Alors, Je m'en fiche, je ne veux pas savoir. On ne regarde pas PJ. C'est vrai que PJ il mime souvent effectivement derrière la vitre. Bon. Le thème donc, de l'émission aujourd'hui, c'était la narration de jeux vidéo. Donc forcément, le quiz, ce sera les jeux narratifs. Et alors, on s'est concerté avec Florent. Décidément, tu n'as que des bonnes idées cette semaine. Moi, j'avais comme nom de quiz Counter-Strike. Et toi, tu avais encore meilleur. Alors, est-ce que c'était quoi? Ah, c'est moi qui le. Bah, Big Fable et Oli. Voilà. Donc, super. Non, pas d'applaudissements. Bon, c'est pas grave. Un point. Peut-être pas l'encourager. Voilà, un point pour l'équipe rouge, du coup, pour cet excellent. Oh super. Discrimination. C'est Ça parti. m'évitera de nous faire C'est perdre parti pour le après. premier morceau. Alors, c'est un jeu tel. Bon. C'est bon. Oui, allez-y. Attends, je vérifie juste un truc. Alors, c'est un jeu tel. C'est lequel celui-là? Et j'ai un gros indice que je peux donner. Il y a beaucoup de violets dans le jeu. C'est Wolf Among Us. Oui, bravo. J'avais un doute bravo. entre celui-là et. C'est pareil. C'est The Wolf Among Us, Ouais. effectivement, adaptation de la série de comics Fables. The Walking Among Us. The Walking Among Us, j'ai dit ça? Non. Non. Walking Dead Among Us. Ok. Ils sont tous parmi nous, attention. Bon, 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Alors celui-là, il est fondateur, attention. Pas de pression, très bien. Ne regardez pas les mines de PJ. Non. On l'a trouvé sur le chat. Alors ce n'est pas la pub de Nescafé. C'est Monkey Island. C'est Monkey Island, bravo. Bravo Florent. Non mais maintenant j'attends bien. Ouais, moi aussi, Parce je que pas là. la semaine vois dernière on m'a complètement dit que j'étais trop rapide, donc là j'attends. Ah, très bien. Bon, écoute, c'est Monkey Island, effectivement. J'ai de l'amour. Le tout premier, l'écran titre. Voilà. Oui, bon, Ah, mais il y a maintenant un c'est autre sûr. chat ici, putain, j'avais pas vu. Oui, bah si, maintenant on a reporté les écrans, tout ça, c'est Ok. incroyable. Maintenant vous avez le chat. En sous plus, la table. t'aurais pu tricher depuis tout à l'heure. Mais oui, tu mais moi trichais je même suis pas. trop honnête. écoute. Je triche. Non, mais c'est bien. Donc 2. Mais le chat s'insurge. Miou, les pirates. Oui, bah, Voilà. j'ai pas d'oreille, donc déjà c'est compliqué. Bon, écoutez, c'est pas grave. Troisième morceau, du coup, 2-0 pour l'équipe rouge. On en a parlé pendant le débat. Journey, bravo. Ah oui. Moi j'avais dit, tu nous as dit quand est-ce qu'on peut répondre. Parce que je l'avais la journée, moi. Ouais. Ah là, ouais, bien sûr. Bon, ça fait 3-1. 3. Non, mais non, 2-1. À 3-1, t'as dit un point pour la Big Fable et Oli. Moi je l'ai. Hein. On verra à la Attends. fin. On verra à la fin. 2-1 pour l'équipe rouge. C'est parti pour le quatrième morceau. C'est un jeu sur DS. Ah, c'est sur DS. Ace Attorney. Oui. Bravo. Bien joué. Bravo. C'était Bien joué, effectivement bien joué. le thème d'enquête un peu tendu de Ace J'ai encore des cauchemars. de Ace Attorney, un thème diablement simple mais diablement efficace. Je suis un très désolé. bon Et ça, attendez, je connais que le remix par 2-3 lunatiques. Oui, tout à fait. Alors, alors ça c'est Marocco, donc tu la spoiles pas s'il te plaît. Voilà. Mais tu reco des jeux DS? Je reco des jeux DS, bien D'accord. sûr. Mais c'est très Mais enfin, important. C'est vachement bien. La DS a C'est besoin bien. d'amour. C'est donc 3-1 pour le moment. 3-1. Donc dernier point pour la Désolé, Alexis. Pour l'honneur. pour l'honneur. Seb ricane très fort. Ah putain. Alexis là. Vas-y. Tu l'as. Vas-y. C'est ça, mais... Vas-y. Non, non, mais... Vas-y. Non, c'est perdu pour perdu. Ouais, Vas-y. ces gens écoutaient. Non, c'est bon, ils l'ont sur le chat. C'est bon. Hein. Tout le monde là, tout le monde a explosé de rire. Donc Vas-y. Je vais pas dire de conneries. Parce que moi je l'ai pas. la concentration est à son comble. C'est Doki Doki. Doki Doki. Littérature. Littérature Club. Bravo. C'est ça.
T'as vu Doki Doki Literature Club? Non, mais j'ai entendu, j'ai vu là-bas. Ce que j'aime beaucoup, c'est Seb, t'es un grand fan de Doki Doki, c'est ça? Non. Il faudrait que je le fasse un jour. Mais là, je te vois effectivement pas du tout fier d'avoir ce point en fait. D'ailleurs, en parlant narration, on n'a pas parlé, mais Doki Doki a des choses narratives cachées dans son code interne. J'ai vu ça sur YouTube il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est un autre système de narration. Ouais, faut aller décoder des trucs dans les fichiers et tout, c'est assez chelou. Ouais, et les gens savent pas ce que ça fait encore. Enfin, c'est un mystère dans le jeu. J'avais connu un jeu d'horreur qui faisait ça, mais qui carrément te demandait d'aller sur Facebook et de chercher d'autres références hors du jeu pour essayer de compléter. Apparemment, il y a une histoire cachée dans le jeu, mais dans les fichiers du jeu, et les gens, c'est encore un mystère, les gens ne savent pas. Et alors, Pseudoless sur le chat pensait que c'était Doki Doki Panic, et non, Doki Doki Panic, c'était sur NES. Ça fait quand même un score de 3-2, les amis. Pour l'équipe rouge. Ça fait 2 semaines de suite que je gagne. Désolé. Non mais pas de problème. Elisa, tu es excusée. Tu es excusée parce qu'à l'origine c'était joyeux anniversaire. C'était joyeux anniversaire et puis c'est un lendemain de soirée et puis voilà et puis non mais voilà tu joues à Donkey Kong en ce moment, tu as la tête ailleurs, il te plaît? C'est vrai que t'es sur Donkey Kong. J'ai joué 10 minutes. Il te plaît? Oui. Ouais. Voilà. T'as joué avec Funky. 10 minutes convaincantes ou pas, on sait 10 pas. minutes bien, très bonnes minutes. Très bon level design. Alors Phenom trouve que ça manque de Hadibou dans cette émission et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'en passe jamais. Bon, les amis, c'est C'est l'heure. une très bonne remarque. Parce qu'on a plus 4 ans. Les amis, c'est l'heure des recommandations. Oui. Qui commence? T'as pas un jingle? Ah bon, ouais. Non, pas du tout. Ah non, il n'y a jamais eu de Ah, c'est jingle vrai, pour les recommandations. je me fatigue. Grâce à Titouan, j'ai pu jouer enfin à Resident Evil 7 en VR. Alors c'est incroyable. C'est effrayant. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. J'ai pas envie d'y jouer à la fois. Au bout d'une demi-heure, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis pas bien, mais c'est incroyable. Ça fait vraiment, non mais c'est vraiment une expérience incroyable. C'est un des meilleurs jeux en VR que j'ai fait pour l'instant. Enfin, Tu as fait avec le PSVR? Ouais. Effectivement, c'est prochain sur ma liste. Donc quand tu l'as fini, très bien. Voilà. Miu. Alors moi je voudrais recommander une petite chaîne YouTube qui s'appelle Excursion Virtuelle, qui est tenue par un petit youtubeur qui lui nous parle à la fois de jeux, nous en parle un peu différemment, mais nous parle aussi de ses jeux, puisque c'est aussi un game designer indépendant. Et qui fait pas mal de choses, de jeux de jam, de jeux notamment procéduraux et d'expérimentation qui sont très intéressantes. Donc je vous recommande cette chaîne. Bravo. Effectivement, on a sur le chat Mafuba qui nous recommande de rechercher les leaks de la bêta de Pokémon Or qui sont sortis cette semaine. Effectivement, oui. On apprend qu'il y a beaucoup de Pokémon très mignons dedans et qui n'ont pas été dans le jeu final. Et qui ont été dans d'autres Pokémon après. T'as vu aussi? Oui, bien sûr. Et Dr Lenser, ton bien-aimé colocataire, qui nous dit que la Fédération Française de la Loose va finir par faire un article sur tes performances au quiz musical. Oh, ça charrie. Oui, il a raison. Voilà. Je n'ai rien à dire. Donc ça vaut comme pour Mafuba, tu peux nous envoyer ton CV et faire l'article toi-même aussi. Ça marche aussi. Florent. Non, pas... Elisa, tu avais une reco. C'est Donkey Kong. Non. Alors, comment ça non? Elle est toute perdue, Elisa. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question en fait. J'aurais pas dû répondre. Je m'en vais. Florent. Alors moi j'ai amené un livre. Je recommande donc Super Ciné Battle, le livre. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. On le voit très très bien. Voilà, donc de Daniel Andreev qu'on a déjà reçu ici et de Stéphane Boulet, alias Plugging Baby ou papa de GK. Avec l'aide aussi du tweetos Ma vie c'est de la merde. Très très bon livre sur le cinéma, donc tiré du podcast du même nom, où voilà, vous allez avoir la différence, les meilleurs films de Jackie Chan, les meilleurs buddy movies, les meilleures choses, à chaque fois avec beaucoup d'humour, très bien, en plus avec une mise en page très sympa. Donc c'est vraiment cool, achetez-le, ça vaut 20 balles, enfin même 16,90 €. Donc voilà, je recommande le livre de Super Ciné Battle et aussi le podcast si vous connaissez pas, où c'est un podcast où ils tentent de faire la liste ultime du cinéma en classant les films que les auditeurs leur envoient du l'ordre du meilleur au plus nul. Donc, comme Ikaruga, ça fonctionne par bloc de 3. C'est ça, les gens leur envoient des mails par 3 films et après ils tentent de les classer évidemment, et après c'est gravé dans le marbre, et quand c'est gravé dans le marbre on peut plus y toucher. Ouais, voilà. Rappelons que ils ne sont que les messagers d'une vérité qui les dépasse. C'est exactement ça. C'est toujours ça. Moi pour ma recommandation, j'en aurais 2 du coup qui sont sur DS que j'ai en main. Il s'agit donc tout d'abord de Hotel Dusk, Room 215, voilà, donc qui est un jeu d'enquête où on tient sa DS à la verticale, c'est-à-dire qu'on est comme un bouquin, et du coup en fait on va prendre des notes dans son petit bloc-notes et on enquête dans une ambiance un peu à la Twin Peaks, dans un petit motel un peu étrange où il se passe des choses. On est sur les traces d'un ancien coéquipier disparu. Le scénario a beaucoup de surprises pour le coup. C'est un jeu qui est assez difficile à trouver, je dirais, mais qui est pas très
cher d'occasion, donc allez-y. Donc l'offre n'est pas énorme, mais la demande non plus. Donc a priori, ça s'équilibre assez bien. Bonne reco. La deuxième, c'est Ace Attorney, Trials and Tribulations. C'est le troisième. Alors celui-là, en revanche, il est beaucoup plus difficile à trouver. Mais a priori, une collection des 3 Phoenix Wright devrait sortir sur Switch et devrait être annoncée le 3. Ils sont pas dispo sur l'eShop DS? Sur l'eShop de la DS, ils sont dispo. Et dispo. sur iOS aussi, donc vous pouvez les faire. Ils sont dispo sur Switch, a priori, en 2019, si Capcom les annonce. Mais voilà, le troisième épisode, franchement, ça vaut vraiment le coup de les faire parce que le troisième est incroyable. C'est peut-être l'une des meilleures fins de jeux d'aventure textuelle que je connaisse. D'accord. C'est un truc de malade. Voilà. Donc allez-y. Après 20 balles pour 3 jeux, achetez-le sur l'eShop, quoi. Voilà, effectivement. Il y a 3 jeux pour 20 ça fait balles. plaisir. Et puis dernière recommandation très rapidement, parce que là ça vaut uniquement pour les personnes qui nous suivent en direct et je vous en remercie. La démo de Mario Tennis Aces sur Switch qui est encore disponible. Vous pouvez encore y jouer. Allez-y, c'est extraordinaire. C'est jusqu'à ce soir, non? C'est jusqu'à ce soir. C'est donc cool, allez-y. voilà, allez-y. On est dimanche, il est 17h37. Foncez. On a également, j'en profite du coup pour parler, parce que c'est la fin de l'émission, on sera tout au long de l'E3 sur Twitch. On va faire toutes les conférences, a priori. Même peut-être celle de Sony, on va se motiver. Tu sais quoi, même si je la fais, je serai tout seul, je pense que je la fais. 3h du matin. Bah écoute, je suis chaud. Un pack de Red Bull, une cafetière, et puis c'est bon, on est chaud. La passion, l'émotion. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est toujours important. Et l'abnégation aussi. Bon, écoutez, voilà, ce sera tout dans notre programme. On vous mettra une petite grille de programmation avec toutes les gens qui passeront dire bonjour. Des têtes connues, des têtes nouvelles aussi, pourquoi pas. On verra ça. Mes amis, comme dirait l'autre, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de cet épisode 61 d'Hyperlink. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches sur Twitch à 16h. Merci beaucoup pour toutes les nouvelles têtes qui sont passées sur le chat. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner évidemment, follow tout simplement. La semaine prochaine, on a un sacré programme parce qu'on va parler de gros monstres avec Nico Pratt, figurez-vous. On va parler de Jurassic World, la sortie, on va parler dinosaures, on va parler King Kong, on va parler Ishiro Honda, ça va être génial. Et on aura également Thibaut Gomez-Léal qu'on avait déjà reçu pour Ready Player One, qui nous fera le plaisir de revenir en plateau. Donc on sera en bonne compagnie. Voilà, ça va être une émission assez joyeuse. Peut-être le retour de Damien, qui est toujours porté sur les monstres géants. Mais ça, c'est s'il a un petit peu de temps, parce que je crois qu'il sera à Annecy la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, voilà, tout un programme. Voilà, le mois de juin va être infernal, vous l'avez compris. Ça va être trop bien, on va parler de Godzilla de Roland Emmerich, quoi. Oh. Non. Juste non. Allez, à très vite. Salut, ciao. Bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.